Ben voilà, ça y est, on a décollé. Tout est de travers dans cette maison. Je suis entre les mondes. Vous avez un trésor là en fait. Un trésor. Je suis reporter, mais comme eux, je suis aussi pilote. Au nom de notre passion commune, je leur ai demandé de m'emmener survoler leur région, leur pays, de partager les commandes et de me servir de guide. I can fly, I swear I can touch the sky. I can fly, say goodbye. It's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly. C'est en plein centre de l'Allemagne que nous allons voler cette fois, avec une première escale à Magdebourg pour découvrir un modèle d'architecture visionnaire. Cap ensuite vers la région du Harz, où je découvrirai Goslar, une ancienne cité impériale remarquablement bien conservée, avant de rencontrer près du mont Brocken une authentique sorcière. Aujourd'hui, je vole en Allemagne aux côtés de Silvio Büttner, qui est instructeur professionnel du LM ici à Magdebourg. Alors, il a toujours rêvé depuis tout petit d'apprendre à piloter, mais parce qu'il vivait ici en Allemagne de l'Est, il a dû attendre la chute du mur. Bonjour Silvio. Bonjour Vincent. Comment ça va? Bien et toi? Bien. Écoute, dites-moi, pourquoi c'était si compliqué de devenir pilote en Allemagne de l'Est? Eh bien le problème c'est que quand on avait de la famille à l'ouest, il était quasiment impossible d'avoir son brevet de pilote. Parce qu'on craignait qu'on puisse s'enfuir. Ah. Bon, mais vous vous êtes bien rattrapé, maintenant vous avez des centaines d'heures de vol en avion et aussi en ULM. D'ailleurs, c'est un ULM qu'on va prendre. Un ULM, c'est la même chose qu'un avion, sauf que ça pèse un peu moins lourd, 450 kg maximum. Oui. C'est fiable? C'est fiable, oui. J'espère en tout cas. Et ben voilà, ça y est, on a décollé. Alors je vous préviens tout de suite, on va pas toujours parler en allemand, pardon à mes amis allemands, mais J'ai appris l'allemand à l'école, mais j'ai tout oublié. Ich habe alles vergessen. Quand on discutera, il nous arrivera souvent de parler naturellement en anglais, qui est la langue internationale des pilotes. Tu as appris l'anglais à l'époque de la RDA? DDA. C'était pas interdit de parler ou d'apprendre l'anglais? Non. Mais la première langue qu'on apprenait, c'était le russe. Ah oui, bien sûr. Et on longe actuellement le Mittelland Canal, qui est la plus grande voie navigable artificielle d'Allemagne, mesure 325 km. Et ici, il passe par-dessus l'Elbe grâce à un pont. On voit les péniches passer par-dessus la rivière. On est à un carrefour de voies navigables, juste à côté de Magdebourg. Nous survolons actuellement la ville de Magdebourg, qui était du temps où l'Allemagne était séparée en deux, du côté est. Et on reconnaît l'architecture de beaucoup de bâtiments Plattenbau, comme on dit. Ce sont des bâtiments tout droits. Plattenbau. Ah, C'est du Plattenbau. Ça, c'est du Plattenbau. il y a deux bâtiments qui se distinguent parmi tous ces immeubles. Il y a la cathédrale, qui est la plus haute cathédrale d'Allemagne de l'Est, avec ses deux flèches de 100 mètres de haut. Et puis à côté, on a ce bâtiment rose, regardez, incroyable. On dirait la maison des Barbapapa. Et avec des arbres sur le toit, c'est la maison Hundertwasser du nom de Friedrich Hundertwasser, un architecte célèbre autrichien. Malheureusement, il est mort avant d'avoir pu voir cet édifice fini. Mais un de ses amis architectes allemands, lui, qui s'appelle Heinz Springmann, a repris la construction. Et je vais m'empresser de le rencontrer pour qu'il me montre cet étonnant bâtiment.
et comment on y vit. Okay. Smooth. Bonjour Vincent. Alors, c'est vous qui avez terminé cet édifice. Pourquoi ce bâtiment si original se trouve ici et pas ailleurs? À cet endroit de la rue se trouvait une barre pas très jolie. Un bâtiment du temps du socialisme de la RDA. On ne voulait pas garder cet immeuble et c'était d'ailleurs impossible. Et alors on l'a démantelé et on a construit un autre bâtiment à la place. Et c'est cette citadelle conçue par Hundertwasser. Bon, eh ben on va la visiter, on va voir de l'intérieur. Ok, allons la voir. La citadelle rappelle l'architecture extravagante du catalan Gaudi. Mais Friedensreich Hundertwasser, lui, n'était pas bâtisseur de formation et avait peu de connaissances techniques. C'est d'abord en tant que peintre qu'il s'est fait connaître à Vienne dans les années 1950. Ce qui l'a intéressé dans l'architecture, c'est avant tout la philosophie qu'il pouvait y exprimer. En Autriche, en Allemagne, mais aussi au Japon et aux États-Unis, ces constructions devaient être en harmonie non avec la ville, mais avec la nature. Et aucun résident ne devait avoir le sentiment d'habiter le même appartement que son voisin. Là, on est passé à l'arrière du bâtiment. Et alors, la première chose qui frappe, c'est le nombre de fenêtres. Il y a des fenêtres partout et elles ne sont pas alignées vraiment et très différentes les unes des autres. Dans la nature, il n'y a pas de ligne droite. Et comme Hundertwasser suit sa philosophie de l'harmonie avec la nature, il dit « Pourquoi les architectes doivent-ils toujours construire avec des lignes droites ?» Et c'est vrai, une personne qui vit dans un appartement, quand elle est debout, elle a besoin d'une fenêtre en hauteur. Quand elle est assise, elle peut regarder par une fenêtre basse. C'est pour cela que je dis toujours, les fenêtres dansent dans la façade. Tout est individualisé, rien n'est construit en série. Oui, les fenêtres pour Hundertwasser, c'était très important parce qu'il disait « Certains pensent que les maisons sont faites de murs, moi je pense qu'elles sont faites de fenêtres. » Je me demande si les habitants sont aussi tordus que leur maison. Il y a combien d'appartements ici? 50. Alors nous montons chez Andrea, qui vit au dernier étage. Bonjour. Bonjour, enchantée. Bonjour. Dites-moi, pourquoi vous avez voulu habiter un endroit comme celui-ci? Pour moi, c'est une maison de contes de fées. J'aime les contes et je trouve cette maison vraiment exceptionnelle. Quelle est la différence entre vivre dans une maison Hundertwasser et un autre immeuble? Dans mon précédent appartement, j'habitais dans un Plattenbau à Olvenstedt, ici à Magdebourg. Tout était bien ordonné. Ici, c'est tellement spécial. Tout est déjà décoré et je peux l'aménager à mon tour. C'est décoré à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis c'est coloré et ça me plaît beaucoup. C'est très particulier d'habiter ici. La forme de l'immeuble, le concept, ça correspond à mon mode de vie. Et il y a beaucoup de convivialité entre habitants. Ça reflète l'architecture, la particularité de l'immeuble. Tout est de travers dans cette maison. Regardez la salle de bain, le carrelage, j'ai jamais vu ça. Très difficile pour les ouvriers de traiter ces formes libres. Sur les 50 salles de bain, j'ai dû en faire recarreler une vingtaine. Quelle vue! Le toit est entièrement recouvert de végétation. Et pour l'architecte autrichien, c'était très important. Est-ce qu'on peut dire que Hundertwasser a été un des premiers architectes à avoir une vraie conscience écologique? C'est absolument exact. Hundertwasser n'a pas voulu minimiser la nature avec ses constructions. Il a dit « Je veux la nature sur mes bâtiments ». Et en ce sens, l'architecture a certainement à cet endroit participé à l'émergence de l'écologie. Je le voyais depuis l'avion, mais ici c'est encore plus évident. Je comprends mieux pourquoi on appelle ce bâtiment rose la citadelle verte. Merci beaucoup pour toutes ces explications, monsieur l'architecte. Merci. Merci de m'avoir reçu. Au revoir, merci. Tchuss.
Vous l'avez compris, Hundertwasser défendait l'écologie et l'individualité, et pas l'individualisme. La preuve, il disait « Quand une personne rêve seule, ce n'est qu'un rêve. Quand plusieurs personnes rêvent ensemble, c'est le début d'une réalité. » Alors vous le voyez, dès qu'on décolle, la première chose qui saute aux yeux, c'est que le territoire est recouvert de champs d'éoliennes. Il y en a absolument partout. Les Allemands sont très forts en énergie renouvelable, ils sont les leaders pour l'énergie solaire. C'est vrai qu'on voit beaucoup de panneaux solaires sur les toits des maisons, sur les toits des fermes, des entreprises. Et ils sont au 2e rang mondial pour l'énergie éolienne, derrière les Américains. Leur production représente 14% de la production mondiale. La plupart des éoliennes dans la région viennent d'une entreprise installée à Magdebourg, qui les fabrique. C'est pour cela qu'en Saxe-Anhalt et dans les environs de Magdebourg, on trouve de nombreux parcs, parce que bien sûr, c'est à proximité. Alors ce parc d'éoliennes que nous survolons actuellement est à côté du village de Dardesheim. Le parc éolien produit 40 fois plus d'électricité que ne consomme le village, grâce notamment à la présence d'une des plus puissantes éoliennes du monde, qu'on surnomme ici la Grosse Bertha, en référence au gros canon allemand qui fit des ravages pendant la Première Guerre mondiale. On la reconnaît grâce au ruban rouge, voilà, et puis elle est beaucoup plus grosse que les autres. Alors, est-ce qu'on voit ici sous nos ailes, ce sont les mines de Ravensberg qui sont aujourd'hui fermées et transformées en musée, mais qui ont pendant plus de 1000 ans été les plus importantes mines d'Allemagne. On y trouvait du zinc, de l'argent, du cuivre, et cette mine a fait la fortune de la ville voisine de Goslar. C'est ça Goslar, hein? Oui, c'est Goslar. Goslar est une ville assez méconnue, même des Allemands. Elle est pourtant inscrite depuis 1992 au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce que du temps du Saint-Empire romain germanique, c'était une ville impériale. On l'a surnommée à l'époque la Rome du Nord. Alors je vais aller la visiter, cette Rome du Nord, en compagnie d'un guide passionné, un Français, qui est tombé amoureux de cette ville et de la région, et pas seulement puisque sa femme est de Goslar. Bonjour Raymond. Bonjour Vincent. Alors qu'est-ce qu'un Français fait ici en plein milieu de l'Allemagne? Je suis arrivé ici à Goslar il y a, temps passe vite, il y a 40 ans. Et il y avait donc à l'époque une frontière entre les deux Allemagnes. Et nous avions donc ici à Goslar, sur le Schalk, une station d'écoute. J'ai appris le russe et nous écoutions donc les forces aériennes soviétiques. Et lorsque le détachement était donc dissous, je ne voulais plus retourner en France. Je reste ici, je suis resté ici. La vie de Raymond a changé le 9 novembre 1989, quand le rideau de fer s'est déchiré et que les deux Allemagnes se sont réunies. Le mur de Berlin était à peine tombé qu'ici, sur la rivière qui servait de frontière, on a construit un pont de fortune, le premier point de passage libre entre l'Est et l'Ouest. Donc du jour au lendemain, à Goslar, vous avez vu débarquer des dizaines de voitures est-allemandes? Des dizaines, des centaines, des milliers. Non, c'est quelque chose. Et bien sûr, pour moi, c'était la fin presque de mon époque, hein, parce qu'avec la tombée du mur, on n'avait plus besoin d'écoute. D'espions. Voilà. Goslar est né à quelle époque? Goslar est né au Xe siècle. Et après, bien sûr, avec la découverte de l'argent, la ville s'est développée. C'est grâce donc à la mine que Goslar est né. C'est joli cette ruelle étroite là, qui serpente. La rue Saint-Pierre, une ancienne rue de mineurs. Hein.
Mais des maisons simples, hein. Souvent des maisons à pièces uniques, mais au centre-ville, les maisons sont beaucoup plus riches. La maison Siemens, la maison, si on veut, musée de la famille Siemens. Ah, la famille Siemens, le géant de l'industrie allemande. Depuis 500 ans, donc les Siemens étaient originaires de Goslar. Ah oui. Très 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 jolie maison de la fin du XVIIe. Encore un mur en ardoise, il y en a énormément. Eh ben oui, l'ardoise, autrefois, si on veut, c'est à Goslar, un matériau de construction bon marché qui était extrait de Goslar depuis le Moyen-Âge. On a arrêté donc la fin de l'extraction il y a 50 ans. Et ce qui est bien à Goslar, c'est que chaque maison a une façade différente. Il n'y a pas une façade qui ressemble à une autre. Ah, c'est un sacré travail de l'ardoise. Ouais. Et on a encore à Goslar des façades qui ont plus de 350 ans, qui tiennent encore le coup. Jolie maison. Toute biscornue. Toute biscornue, toute... Celle-ci, elle est magnifique. Ah, elle est magnifique. Une maison qui a plus de 400 ans. Comment dire, les cercles avec les étoiles à 6 branches sont tous des signes protecteurs, des signes kabbalistiques pour se protéger des forces du mal, du feu et tout ça. Pour protéger la maison. Pour protéger la maison. Et souvent, les maîtres charpentiers sculptaient donc le bois comme ça avec des psaumes et des sentences du Nouveau Testament. Et les petits pointillés qu'on a de chaque côté. Les petits pointillés, ce sont les guirlandes d'œufs et c'est pour la fécondité de la maison. Donc beaucoup de symbolisme. Là, c'est plus animé déjà. Ah, on arrive sur la place du marché, on est au centre de la ville. Et là, on arrive devant la brasserie de Goslar. C'est vrai que Goslar ne vivait pas que des mines. Goslar vivait aussi des brasseries, de la fabrication de la bière. Et il y a quelques 400 ans, nous avions à Goslar quelques 400 brasseries. Et la bière de Goslar était très très appréciée, était vendue dans tout l'or de l'Europe, jusqu'à Berlin, jusqu'à Hambourg, jusqu'en Belgique. Cette bière de Goslar, donc la Gauze, on appelait ça la Gauze. La Gauze, ça vient de la rivière qui traverse Goslar. D'accord. Gauze, ça fait penser au nom de la bière belge. Ah, la bonne gueuse. Je sais que les Belges n'entendent pas ça d'une bonne oreille, mais c'est vrai qu'on dit que chez nous, c'est que le nom de gueuse viendrait, je dis bien viendrait, de la Gauze de Goslar. Et disons qu'au XIIIe siècle, on dirait il y a des moines de Goslar qui seraient partis en Belgique et qui ramenaient donc la recette. C'est quoi ce symbole? Et oui, ce petit bonhomme est très très connu à Goslar. Et il porte un nom un petit peu grivois, si on veut la traduction intégrale, c'est pas de moi, non. C'est le chieur de Ducat. Le caqueur de Ducat. Le Ducat, autrefois, c'était une pièce en or, frappée par un prince, par un duc. Et le petit bonhomme, donc le chieur, est accroché au pilori, normalement, il pousse très dur. Et du derrière, donc, sortent des pièces d'or. C'était autrefois uniquement pour avertir les gens, ne pas faire de dettes, c'était incapable de rembourser les dettes. Autrefois, on rigolait pas. C'est-à-dire que les mauvais payeurs, on les amenait donc à l'hôtel de ville, et on l'amenait sur la pierre de la honte. Pris par 2 sbires, 2 policiers, devant tout le monde, et on leur frappait le cul nu sur la pierre. Le mauvais payeur avait échangé sa dette contre la honte. Il n'avait plus rien à payer, mais il devait quitter la ville. C'est un peu votre mannequin de pisse à vous, quoi. Et oui, c'est ça. J'ai plus beaucoup de temps, mais je voudrais pas quitter cette ville impériale sans jeter un coup d'œil au moins au palais. On peut? Oh, avec plaisir. Ce palais du XIe siècle fut la résidence des empereurs du Saint-Empire. Guillaume Ier le rénova entièrement au XIXe siècle. Il soigna particulièrement cette salle qui rappelle un peu la galerie des glaces du château de Versailles, où après avoir vaincu Napoléon III, il s'est fait proclamer empereur d'Allemagne en 1871. Entre les représentations de son grand modèle, Frédéric Barberousse, il s'est fait peindre ici en vainqueur de la France. On a Bismarck qui est en train de forger le 2e empire allemand, le 2e Reich. On a 2 pucelles au pied du cheval, c'est qui représentent l'Alsace et la Lorraine. Et elles tiennent des églises dans la main? Eh bien, de Strasbourg et de Metz. Merci Raymond. Je suis ravi d'avoir découvert cette ville méconnue. Ah, ça fait plaisir. Ah non, c'est vrai, c'est une ville qui demande d'être visitée. Une ville magnifique. Allez, je reprends mon avion. Vincent, eh bien merci. À plus tard. Une prochaine. Au revoir. Au revoir. Avec Silvio, nous volons maintenant de part et d'autre de l'ancienne ligne qui séparait les 2 Allemagnes. À l'est de l'Allemagne, vous voyez, les champs sont très grands parce que beaucoup de fermiers se sont réunis. Alors que du côté ouest,
Les agriculteurs ont chacun leur propre terre. Et là, les champs sont beaucoup plus petits. Et on survole actuellement un magnifique château. C'est le château de Wernigerode. Alors c'est un château du Moyen-Âge, mais qui doit son apparence actuelle à une succession de restauration et d'agrandissement au XIXe siècle. Wernigerode est au pied du Brocken, le plus haut sommet de la région du Harz. On aperçoit en haut la plus ancienne tour de télévision du monde, qui date de 1935. Mais c'est surtout pour ses sorcières que la montagne est célèbre. Selon la légende, popularisée par Goethe dans son célèbre Faust, elles se réunissaient ici chaque 30 avril pour un grand sabbat, la nuit des Walpurgis. Les sorcières font partie de l'imaginaire collectif du Harz, et pas seulement de l'imaginaire. Et c'est étonnamment dans cette tranquille et coquette zone pavillonnaire que je vais rencontrer pour la première fois de ma vie une sorcière. Elle s'appelle Renate, elle habite dans cette maison. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes vraiment une sorcière? Oui, je suis une sorcière. Mais pas une méchante sorcière. Je pratique la magie blanche. Et tout ce que je fais, c'est de l'amour pur. Renate a eu une révélation il y a 30 ans, après avoir survécu à une attaque cardiaque. Je suis entre les mondes, au-delà des limites du temps. Elle a beaucoup étudié les grimoires et elle est persuadée de pouvoir soigner ou rendre service grâce à des mélanges de plantes enfermées dans des sachets. Là, elle est en train de préparer une amulette que nous emmènerons tout à l'heure sur la montagne Brocken. Si l'on n'est pas randonneur, ce train à vapeur est le seul moyen d'accéder au sommet du Brocken. Pendant des siècles, on circulait à propos de cette montagne 1000 légendes, auxquelles même notre sorcière a du mal à croire. Ça s'explique peut-être par le fait que la montagne est très sauvage. Elle est très froide. Elle est plongée dans le brouillard et les nuages 300 jours par an. Et elle a été difficilement accessible pendant des siècles. Et c'est comme ça qu'on a soupçonné la présence de monstres, des rencontres mystiques. L'endroit idéal pour imaginer un repère de sorcières. Au XVIe et XVIIe siècle, il y eut dans la région de nombreux procès qui menèrent au bûcher des centaines de femmes condamnées pour sorcellerie. Sous la torture, elles devaient dénoncer d'autres sorcières et avouer avoir pactisé avec Satan, voire coucher avec. On pensait en effet que ces rassemblements de sorcières se terminaient en orgie avec le diable. C'est pour ça que les femmes qui avaient la réputation d'être des sorcières se faisaient attaquer. Parce qu'on croyait qu'elles conspiraient avec le diable. Ce n'était pas le cas, bien sûr, c'était des fantasmes. Il y avait certainement des rencontres secrètes de femmes qui étaient des sorcières, mais au bon sens du terme. Je pense que c'était des inventions d'hommes qui, en réalité, avaient des fantasmes sexuels. Bien avant ces histoires de sorcières, on croyait ici que le 30 avril, les divinités du printemps, déesses de fécondité, se répandaient dans la nature pour mettre fin à l'hiver. Mais l'Église catholique, pour discréditer ses croyances païennes, les assimila à la sorcellerie et alimenta les fantasmes. Aujourd'hui, Renate a le désir sincère de réhabiliter les sorcières. Au sommet du Brocken, avec son amulette, elle est venue remercier Dame Nature. J'ai un cadeau pour toi, pour que la chance vous accompagne pour toujours. En avion, on a besoin de beaucoup de chance, puisque, comme on le sait, en l'air, on ne peut se retenir à rien. Je t'ai fabriqué une petite amulette. Garde-la sur toi, comme ça, la chance t'accompagnera sur le chemin du Brocken et pendant ton retour en avion. Merci. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. C'était une journée magnifique en ta compagnie. Au revoir. Bye bye. Silvio, j'ai un petit cadeau pour toi. Une sorcière me l'a donné, ça porte bonheur. Il faut le garder sur toi et ton avion
n'aura rien à craindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup Silvio. Super vol. Grâce à vous, je connais un peu mieux le Harz. Merci, ça m'a fait très plaisir. Allez, j'y vais. Bye bye. Tchuss. I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly, I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly. Say goodbye. It's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly. On utilise maintenant ce port non plus pour exporter du charbon, mais pour l'importer. C'est à l'envers aujourd'hui. Il y a beaucoup d'arbres. La Ruhr du 19e siècle était certainement beaucoup plus grise. Je suis reporter, mais comme eux, je suis aussi pilote. Au nom de notre passion commune, je leur ai demandé de m'emmener survoler leur région, leur pays, de partager les commandes et de me servir de guide. I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly. Say goodbye. It's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly. On décolle dans un instant pour l'Allemagne et la région de la Ruhr, avec une première étape à Essen, dans une ancienne mine de charbon magnifiquement conservée. Je découvrirai ensuite à Duisburg le plus important port fluvial d'Europe, avant de faire la connaissance à Dortmund des pionnières du football féminin allemand. Aujourd'hui, je vais survoler le bassin de la Ruhr en compagnie de Ludger Kuhnen, qui est instructeur bénévole ici à l'aéroclub d'Essen, qui est d'ailleurs l'un des plus anciens d'Allemagne puisqu'il date de 1902. Ludger a été pilote professionnel de jet privé, mais un jour il a décidé de reprendre une activité plus normale de commercial pour une grande société et de considérer l'aviation plutôt comme un loisir que comme un métier. Bonjour Ludger. Ah, ça va? Vincent. Bonjour, Nice enchanté. to meet you. Dis-moi, pourquoi vous avez arrêté votre carrière de pilote professionnel? C'est génial d'être payé pour voler. Il y a une grande différence entre voler par obligation et voler par plaisir. On peut choisir sa destination, on peut choisir ses horaires. On vole quand on veut. C'est ça la différence. La liberté. T'as les pieds sur les freins? Ouais. Et voilà, nous venons de décoller à la découverte de la Ruhr, qui se trouve dans le land de Rhénanie du Nord, Westphalie. Voilà la Ruhr. Et ça, c'est la rivière Ruhr. Le bassin de la Ruhr, qui s'étend au nord de cette rivière, était une terre agricole jusqu'à la révolution industrielle du 19e siècle. Les richesses de son sous-sol en ont fait une des régions les plus riches d'Allemagne et la plus peuplée aussi, avec plus de 5 millions d'habitants. La première chose qui saute aux yeux dès qu'on a décollé, c'est que c'est très urbain. En fait, la Ruhr est une conurbation de plusieurs villes qui, à force de se développer, se sont rejointes. Les villes de la Ruhr s'imbriquent les unes dans les autres. Parfois, on ne sait plus si on est encore dans une ville ou déjà dans celle d'à côté. C'est une région très dense. Très forte densité humaine et industrielle. Vous voyez un peu partout des cheminées qui dépassent. Ce sont des usines. Mais on est étonné de voir tant de verdure. Il y a beaucoup d'arbres. Mais ça, c'est assez nouveau. La Ruhr du 19e siècle était certainement beaucoup plus grise.
Une grande partie de la production allemande de fer, d'acier, de produits chimiques et textiles vient encore d'ici. Les gisements de houille qui ont fait la fortune de la Ruhr ne sont plus guère exploités. Mais en 1850, on comptait ici plus de 300 mines de charbon en activité. Voilà, et sous nos ailes, l'impressionnant complexe minier de Zollverein. Le complexe minier Zollverein est un lieu unique que tous les habitants de Essen et sa région connaissent. C'est une très grande mine qui avait à l'époque beaucoup de puits. Aujourd'hui, c'est un grand musée de l'industrie et donc un lieu d'excursion prisé. Il y a 120 km de galeries jusqu'à 1200 mètres de profondeur et la mine a compté jusqu'à 12 puits, le 12e étant ce dernier, construit en 1932 et qu'on peut visiter aujourd'hui. Et je vais m'empresser d'y aller parce qu'on m'a dit que parmi les anciens sites industriels préservés et transformés, eh bien celui-ci est à ne pas manquer. « 800 000 touristes visitent chaque année le Zollverein. Le site est tellement propre et beau qu'on en oublierait presque que des milliers d'hommes y ont travaillé très dur pendant près d'un siècle et demi. Au plus fort de son activité, à la fin des années 30, le Zollverein employait 8000 personnes. La mine a fermé en 1986, la coquerie en 1993, mais certains des anciens employés continuent de travailler ici, comme guide. C'est le cas de Detlef Spahn. Bonjour Detlef. Alors, Detlef. Bonjour. Dites-moi, combien de temps vous avez travaillé ici? J'ai travaillé pendant 26 ans dans la mine de Zollverein comme contremaître au lavage du charbon. En tout, j'ai fait 40 ans dans les mines. Plus de 40 ans dans les mines et malgré tout, vous revenez ici. C'est un vrai virus. Chez moi, on est mineur depuis 4 générations. Et le Zollverein, c'est tout pour moi. Le Zollverein est remarquablement bien conservé et c'est tant mieux car c'est un bijou de l'architecture industrielle du XXe siècle, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a été dessiné dans les années 20 par deux architectes qui s'appelaient Schupp et Kremer, qui étaient très inspirés du mouvement allemand Bauhaus, qui veut que la forme d'un bâtiment doit épouser au mieux sa fonction. Ici, nous sommes dans la cour d'honneur. À l'époque, les ouvriers n'avaient pas le droit de venir ici. Seuls les visiteurs de marque y avaient accès. Là, dans le fond, il y avait un mur pour cacher les ouvriers. Il ne fallait pas trop qu'on les voie. Ah ouais. Alors là, nous sommes au-dessus d'un puits de 1000 mètres de profondeur, d'où ont remonté ces wagonnets remplis de charbon. Un wagonnet chargé pèse 1 tonne. Et voilà le charbon, du charbon pur. D'accord. Voilà, ça c'est du brut. Alors là, dans la salle, on vidait 12 000 wagonnets chaque jour. Et le bruit ici montait jusqu'à 120 décibels. Je vais vous montrer ça. Ah, ouais, je veux bien écouter, oui, effectivement. Ils ont une animation ici qui permet d'entendre réellement le son que ça faisait à l'époque. Enfin, réellement pas tout à fait, parce que pour des raisons de santé, tout simplement, les visiteurs ne peuvent supporter que 3 fois moins que ce qu'ils entendaient eux. Quand on entend ce son et qu'on voit les chariots, là, on a l'impression de les voir bouger. Ce n'est pas le volume original, car si je montais le son à 120 décibels, les gens sortiraient d'ici en courant. C'est trop fort sinon. Mais vous, c'était de 6 h du matin à 22 h le soir, sans interruption. Oui. Allez, pendant qu'on parle, je vois des dizaines de touristes passer derrière nous. Ça vous fait quel effet de voir tous ces gens se balader comme ça dans votre outil de travail ? Ça me fait chaud au cœur de pouvoir montrer tout cela aux gens. Car avec notre génération, tout s'est arrêté. Et si on avait tout démantelé, nous n'aurions pas pu le montrer à nos descendants.
Oui, mais c'est lorsque ça s'est arrêté et que vous avez dû arrêter de travailler que ça a dû vous briser le cœur. Vous vous souvenez du dernier jour? Oui, je me rappelle très bien du dernier jour. C'était la veille de Noël. La mine a fermé le 23 décembre 1986. Je m'en souviens très bien. Ça m'a fait mal au cœur quand nous avons fermé les portes. Pour les gens de la Ruhr, le Zollverein est un lieu de mémoire autant que de vie. Certains y viennent même se marier. Le site est aussi consacré à l'art et à la culture. On peut y voir des concerts, du théâtre, des expositions. D'ailleurs, des artistes comme Thomas Mack y sont en résidence. Thomas réalise des gravures à partir de plaques de métal qu'il gratte et ancre. C'est la technique de l'eau forte. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors je vois que quand je suis arrivé, vous étiez en train de travailler sur une reproduction du puits numéro 12 de Zollverein. Comment ça fonctionne une fois que vous avez la plaque? Alors la plaque doit être posée là-dessus, sur la presse. Voilà, comme ça. Ensuite on ferme. Et c'est le moment où l'on voit si la coloration s'est faite correctement. C'est le moment de suspense. Ça a l'air bien uniforme, j'espère. Oui, ça m'a l'air bien. Et maintenant, j'enlève ça. Très bien. Est-ce que ça vous inspire de travailler ici? Ce qui est intéressant avec le thème de l'industrie, c'est la transition entre l'activité de la mine et les nouvelles manières dont on peut utiliser ce lieu. Ça m'inspire et ça m'apporte de la sérénité. C'est une nouvelle approche du site. Cela permet d'appréhender ce lieu autrement. Ok Vincent, là on arrive à la Villa Hügel. Ah, la maison des Krupp. Exactement. C'était la résidence des Krupp. Aujourd'hui c'est un musée. Les Krupp, c'est une grande dynastie industrielle de la région. Ils se sont installés à Essen en 1811 et ont fait fortune dans l'acier, puis plus tard dans l'armement. D'ailleurs, l'une des descendantes s'appelait Bertha et elle a donné son nom à la grosse Bertha, l'énorme canon allemand qui a fait beaucoup de dégâts pendant la Première Guerre mondiale. Et cette maison a accueilli la famille Krupp pendant 3 générations jusqu'en 1945. Pourquoi jusqu'en 1945? Eh bien parce que pendant la guerre, ils ont choisi de soutenir activement Hitler et le régime nazi. Et les damnés, le film germano-italien de Visconti, s'inspire fortement de l'histoire des Krupp. Voilà, nous survolons actuellement le lac de Möhne, qui est un lac artificiel. Et là, nous voyons le barrage de 650 mètres de long sur 40 mètres de haut. Le barrage a été détruit en 1943 par une attaque aérienne anglaise. Et comment ils l'ont détruit? Eh bien, pour détruire le mur, les Anglais ont eu une idée très particulière. Ils ont inventé des bombes rebondissantes qu'ils ont lancées depuis l'avion à très basse altitude. Ces bombes rebondissaient sur la surface du lac et explosaient en touchant le mur. Là, devant nous, sur la gauche, on voit maintenant le pont Mintarder, un pont d'autoroute sur la vallée de la Ruhr qui fait 1850 mètres de long et environ 100 mètres de haut. Et oui, ce pont dont parle Ludger est tout simplement le plus long pont d'Allemagne. Maintenant, on va arriver à l'endroit où la Ruhr rejoint le Rhin.
Le Rhin est la voie navigable en eau intérieure la plus fréquentée du monde. C'est en quelque sorte la liaison fluviale avec le reste du monde. On est à Duisburg et le port que nous voyons est tout simplement le plus grand port intérieur du monde. Il s'étend sur 1350 hectares. Et il y a 37 km de quais, dont 16 sont longés par des voies ferrées, ce qui permet de décharger les péniches et de transporter directement sur le rail. Voilà, on va aller se poser non loin d'ici pour que je puisse voir de plus près ce gigantesque port. Déjà carrefour marchand au Moyen-Âge, Duisburg a pris son essor avec la révolution industrielle. Mais le port a depuis surmonté de dures épreuves. Sa destruction pendant la Seconde Guerre mondiale et puis la chute des activités minières. Pour prospérer, il s'est adapté. Et maintenant, plus de 120 millions de tonnes de marchandises transitent par ce port chaque année. Bernard Weber, le directeur du musée du transport fluvial de Duisburg, va me le faire visiter à bord du bateau de son ami, Walter Moser, qui navigue ici depuis plus de 30 ans. Les bateaux que vous croisez, Walter, ils viennent d'où? De partout. Si on veut les énumérer, eh bien ils viennent d'Allemagne, d'Autriche, Suisse, France, Luxembourg, Pays-Bas, Belgique, Pologne, République tchèque, Hongrie, Russie, Roumanie, de partout. Ici, les bateaux viennent du monde entier. Oui, et particulièrement sur cette portion qui va de Duisburg à Rotterdam. À partir des canaux, vous pouvez vous déplacer à travers toute l'Europe, jusqu'en Russie, du Danube jusqu'à la mer Noire. Est-ce que vous avez vu le changement? Est-ce que vous avez vu évoluer ce port? Oui, on est passé de l'industrie du charbon et de l'acier, de l'industrie lourde, à une activité logistique. Donc on gère, on emballe toutes sortes de marchandises, on transporte des conteneurs. Voilà comment le port s'est transformé avec des centres logistiques modernes, bien loin de l'industrie lourde. Alors on a évoqué le port aujourd'hui, on va avec Bernard passer à l'arrière du bateau pour parler du passé. Ici, nous sommes dans la partie la plus ancienne du port. C'est le port de construction navale. Et c'est ici que fut construit le premier bateau à vapeur du Rhin. C'est un travail de pionnier. Aujourd'hui, on ne voit plus rien de tout cela. Tout est vert. Avant, il y avait de grandes bâtisses ici. Vous voyez ces grandes usines? Là, c'était ici. Oui, c'était ici. Là. C'était à quelle époque? C'était vers 1900. 1880, 1890, 1900. Tout a changé ici. Il y a toujours un petit chantier naval, mais bien sûr le commerce du charbon s'est tari. Il n'y a presque plus de commerce du charbon à Duisburg. Le charbon traverse toujours le port, mais il vient de Chine et arrive dans ce port. Avant, le charbon partait de ce port. Donc on utilise maintenant ce port non plus pour exporter du charbon, mais pour l'importer. Exactement. C'est à l'envers aujourd'hui. Merci beaucoup Bernard. Merci. Capitaine. Salut. Bonne chance. Salut. Tchuss. Alors on aperçoit des collines, ce qui est étonnant pour un bassin, mais ce sont des collines artificielles, ce sont des terrils, des montagnes de résidus miniers. Alors sur certains terrils, on a laissé la nature reprendre ses droits et ils sont recouverts de verdure. Et sur d'autres, on a choisi de les exploiter à des fins touristiques. Là, il y a un théâtre sur la colline. Oh. Au sommet de ce terril, il a été construit un théâtre romain, comme un théâtre antique, sur lequel il y a beaucoup de spectacles. Voilà, c'est encore un bon exemple de reconversion et d'exploitation
des restes de l'industrie minière à d'autres fins. Et là, droit devant nous, notre prochaine destination, le stade de foot du champion allemand, Borussia Dortmund. Le Signal Iduna Park de Dortmund accueille 80 000 spectateurs. C'est le plus grand stade d'Allemagne et il est souvent plein. Le club local, le Borussia Dortmund, est la première équipe allemande à avoir remporté une Coupe d'Europe en 1966 et à être cotée en bourse depuis 2000. Elle a été créée par des mineurs et des ouvriers en 1909 et c'est un mouvement très spontané à tel point qu'ils n'avaient pas pensé à avoir un nom. Donc ils ont pris le nom de la bière locale. Voilà pourquoi ça s'appelle Borussia. Le foot, c'est quelque chose ici. On dit en plaisantant que les nouveau-nés sont inscrits au club de supporters avant de l'être à l'état civil. Il faut savoir que Dortmund a peut-être l'un des meilleurs publics d'Europe. L'affluence au stade est supérieure à celle de clubs comme le Barça, Real Madrid ou encore Manchester. Et parmi ces fans, il y a des femmes et même des mamies que je vais aller rencontrer parce que dans les années 50-60, eh bien, elles jouaient au foot aussi. Elles avaient une équipe de football féminin. Ballon au pied, j'attends 6 membres de l'ancienne équipe de football féminin Fortuna Dortmund qui a joué de 1955 à 1965. Et si elles m'ont donné rendez-vous ici, non pas dans un stade, mais dans un parc, ce n'est pas un hasard. Elles arrivent derrière leur capitaine Christa Klein-Hans, aujourd'hui en maillot rayé vert. Allô. Salut. Bonjour. Morgen. Vincent. Morgen. Bonjour, Droste. Dites-moi, pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici? Ici, c'était notre lieu de rendez-vous habituel, qui n'a pas beaucoup changé d'ailleurs. À l'époque où nous avons commencé à jouer en 1955, on nous chassait de tous les stades de foot. Mais pourquoi on vous empêchait de jouer au football? Ce que j'appellerais l'idéal féminin de cette époque, c'était de faire des enfants et d'accomplir ainsi notre devoir pour la nation. Taper dans un ballon était masculin, ce n'était pas féminin. Il y avait même des médecins cinglés qui affirmaient que de taper dans le ballon ou d'écarter les jambes pour l'attraper, ça déplaçait les organes féminins. Et que ça allait poser par la suite des problèmes pour la fécondité. Alors vous vous êtes battu pour avoir le droit de jouer au football, vous avez fait de la compétition pendant 10 ans. Est-ce que vous avez toujours le virus du football? Quand vous voyez ce ballon, est-ce que vous avez encore envie de taper dedans? Non, mais quand je vois un ballon qui m'arrive dessus, j'ai quand même envie de taper dedans. Ja? C'est automatique. C'est très officiellement qu'en 1955, la Fédération allemande de foot leur a interdit l'accès au stade. Mais les filles du Fortuna Dortmund n'étaient pas du genre à se laisser impressionner. Fausse pomme! Je vous rappelle que ces dames ont entre 65 et 75 ans. Bon, vous avez, je crois, des souvenirs à me montrer. On va se mettre sur le banc là-bas. L'équipe a joué des matchs officieux, presque clandestins, en Allemagne et à l'étranger, avec un certain succès, d'ailleurs salué par la presse. C'est vous là? C'est moi. Hors du giron de la fédération, l'équipe manquait de moyens et les filles ont fini par raccrocher les crampons, se sont mariées, ont fait des enfants, sans se douter que 5 ans plus tard, en 1970, la fédération autoriserait finalement le football féminin en Allemagne. Alors, le fait de se mettre à jouer au football, est-ce que c'était un acte militant pour vous? Non. On ne peut vraiment pas dire que c'était féministe. Nous, on ne savait même pas ce que ça voulait dire, être féministe. C'était comme ça.
C'était un désir d'enfance de jouer au foot. Nous y pensons souvent. Et c'était la partie la plus belle de notre jeunesse. Héritière de ces pionnières, l'équipe nationale allemande est aujourd'hui double championne du monde et 8 fois championne d'Europe, la plus titrée de l'histoire du football féminin. Tout ce que tu vois devant nous, c'est la pampa. Ce que Ludger appelle la pampa, c'est le Sauerland. Et c'est vrai que c'est impressionnant. D'un seul coup, il n'y a plus rien. Le Sauerland est au sud de la rivière Ruhr, au-delà de laquelle la région ne s'est pas industrialisée. Mais Ludger, qui a grandi entre les usines, n'y voit pas grand intérêt. Nous rentrons. On a fait du bon boulot. Ouais, c'était un chouette vol. Merci beaucoup. Attends que nous ayons atterri. Oh, quand même. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer d'ici là. Merci beaucoup, Ludger. Je suis content Avec d'avoir plaisir. fait- J'espère que ce vol t'a plu. Oui, et j'ai découvert une région que je connaissais vraiment pas. Merci. Formidable. Ça me ferait plaisir de te revoir un de ces jours. Tschüss. I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly, I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly. Say goodbye. It's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly. Ah, jolie vue. C'est spectaculaire, en effet. C'est parti. Les médecins m'ont dit qu'il était possible que je ne marche plus et que je ne volerai plus jamais. Comment tu as réagi? Je leur ai dit « Oh que si !» Je l'ai vu depuis les airs, c'est Osborne House. Osborne House, exactement. Regardez-moi la finesse de cet avion, c'est formidable. Waouh! Je suis reporter, mais comme eux, je suis aussi pilote. Au nom de notre passion commune, je leur ai demandé de m'emmener survoler leur région, leur pays, de partager les commandes et de me servir de guide. I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly. Say goodbye. It's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly. Je survolerai cette fois le comté anglais du Hampshire et ses alentours, avec une première étape au fort de Hurst, au bord du Solent. J'irai ensuite sur l'île de Wight, découvrir le berceau historique des courses nautiques, Cowes, avant de rencontrer à Goodwood des fans de Spitfire, l'avion mythique de la bataille d'Angleterre. Aujourd'hui, je vais voler dans le sud de l'Angleterre à bord de l'un des avions d'un aéroclub pas tout à fait comme les autres. Il s'appelle Aerobility et il permet aux personnes handicapées de voler. Et c'est le cas du pilote avec lequel je vais voler aujourd'hui. Il s'appelle Barry Hopkirk. Il a perdu une grande partie de sa mobilité, mais c'est un très bon pilote. D'ailleurs, c'est un ancien de la Royal Air Force. Bonjour. Comment ça va? Enchanté. Enchanté. Bonjour. Lequel d'entre vous est Barry? C'est moi. On va voler ensemble alors? Oui, oui. Où est votre avion là-bas? Il est par là, oui. On y va? Allez. Barry est paralysé à partir des genoux. Un simple faux mouvement dans le cockpit de son hélicoptère et quelque chose a cédé dans sa colonne vertébrale. C'était en 1990 aux îles Malouines. Le ciel est très beau. Ouais. L'aurore. Oui. C'est l'avion avec lequel on va voler? C'est celui-là, oui. Barry n'aurait jamais cru que ça puisse lui arriver à lui, après 35 ans de carrière dans la Royal Air Force, même s'il concède n'avoir jamais ménagé son dos. J'ai eu quelques blessures au rugby. Et puis j'ai passé des années à piloter des hélicoptères penchés en avant comme ça, avec beaucoup de vibrations et donc... Des crashs?
Un crash qui n'a pas aidé, j'imagine. Je suis tombé assez brutalement. C'était à Chypre en 1973. Je volais avec les Nations Unies. Le cockpit a été détruit. Vous étiez là-dedans? J'y étais, oui. Mon siège a carrément bougé vers l'avant. Personne n'a été tué? Non, non. Non. Ouah, ça c'est un... C'est le Chinook. Je volais là-dessus quand mon dos a cédé. Et derrière, ce sont les îles Malouines. Oui. Bon, on va voler? Tout à fait. Donc c'est un avion normal, je veux dire... Oui, c'est un avion normal. On a des équipements spéciaux pour les personnes sans jambes. Et on les bouge de haut en bas, comme ça. Tu vois les pédales? Ouais, je vois les pédales bouger, oui. On vole avec une main ici, une main ici, une main ici et une main ici. 4 mains? 4 mains, oui. Oui. Mais toi, tu n'as pas besoin de ça. Je n'en ai pas besoin parce que je peux placer mes pieds sur les pédales et grâce à ces muscles-là qui fonctionnent, je peux appuyer sur les pédales. Et puis tout se passe là-haut. Ok, on y va. C'est parti. Donc tu pouvais pas t'imaginer arrêter de voler. Les médecins m'ont dit qu'il était possible que je ne marche plus et que je ne volerai plus jamais. Oh, et comment tu as réagi? Je leur ai dit « Oh que si !» Et c'est ce que tu as fait? Oui. Et voilà, nous venons de décoller de Blackbush. Nous survolons donc le Hampshire, qui est le plus grand des comtés anglais. Il mesure 86 km sur 76 exactement. Et nous survolons maintenant la capitale du Hampshire, Winchester, avec sa superbe cathédrale. La nef est la plus grande de toutes les cathédrales anglaises, elle mesure 175 mètres. Elle a été construite au Xe siècle, à l'époque où Winchester était la capitale des anglo-saxons. Et oui, elle était la capitale, jusqu'à ce que les Normands arrivent avec Guillaume le Conquérant et transfèrent le pouvoir à Londres. Alors ça, c'est le Solent. Oui, le Solent s'étend de l'autre côté de l'île de Wight jusqu'ici et avance jusqu'à Southampton. Et oui, le Solent est ce bras de mer donc, qui sépare l'île de l'Angleterre. C'est le point d'entrée en fait vers Southampton et Portsmouth, qui sont deux énormes ports. Il y a beaucoup de bateaux de croisière. Et oui, c'était d'ailleurs de là qu'est parti le Titanic en 1912. Pour malheureusement couler 4 jours plus tard. Alors à côté de nous... Hearst Castle. Qu'est-ce que tu sais sur Hearst Castle? Hearst Castle, c'était une des constructions défensives du Solent contre Napoléon. Napoléon. Ah, fichu français. Alors je vais aller le visiter, je vais rencontrer Patrick qui est Castle Keeper, comme on dit ici, c'est-à-dire gardien de château. Et il va me raconter tout ça. Bonjour Patrick. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Alors Patrick, depuis combien de temps vous êtes gardien de château? Je suis ici depuis 16 ans. 16 ans? Et qu'est-ce que vous faisiez avant? Je travaillais pour une grande société de construction à Londres. Et j'ai pris ma retraite de manière anticipée pour venir ici et opérer un changement de vie radical. Oui, ça c'est du changement. Eh oui, eh oui. Comme le disait Barry dans l'avion, le fort de Hearst a bien servi à décourager Napoléon de ses velléités d'invasion, mais il a été construit bien avant lui, au XVIe siècle, par Henri VIII, le fondateur de l'église anglicane. Ce roi d'Angleterre, peu clément et d'humeur changeante, eut 6 épouses successives, dont 2 furent décapitées sur ses ordres. Mêlant vie privée et politique, Henri VIII s'est fait de puissants ennemis.
Et pourquoi Henri VIII a-t-il voulu ce fort? Eh bien, il a fait bâtir une série de forts tout le long des côtes de l'Angleterre, et notamment Hearst Castle, parce qu'il craignait une invasion espagnole. Il a divorcé de sa première femme, Catherine d'Aragon, et malheureusement pour lui, elle était la nièce du roi d'Espagne. Donc, le roi d'Espagne n'était pas très content de lui. Il s'est également autoproclamé chef de l'Église d'Angleterre et a rompu avec l'Église catholique, ce qui a encore contrarié l'Espagne davantage. On peut peut-être aller voir là-haut? Oui, bien sûr. Vous pouvez à présent voir pourquoi le château a été construit à cet emplacement. Parce qu'aucun navire ennemi ne pouvait venir depuis l'ouest et s'approcher du Solent sans être vu d'ici. Et naviguer ici était très compliqué. Oui, les marées sont très fortes, donc si des ennemis naviguaient au mauvais moment, la marée les maintenait en mer et ils pouvaient être facilement attaqués. Et cet endroit a également servi de prison pour VIP. Oui, le roi Charles Ier a été emprisonné ici. Il était à l'origine détenu sur l'île de Wight, d'où il a essayé de s'échapper à plusieurs reprises. Il est donc arrivé ici en novembre 1648 pour 19 jours, puis il a été transféré à Londres pour être exécuté 6 jours après son départ d'ici. Et oui, parce que n'oublions pas que ce sont les Anglais qui ont les premiers décapité leur roi. C'était près d'un siècle et demi avant les Français. Des Français qui, après leur révolution, eurent un empereur dont les menaces sur l'Angleterre motivèrent l'agrandissement de la forteresse. 2 ailes de briques rouges abritant des dizaines de canons. Plus tard, cette base militaire servira aussi pendant les 2 guerres mondiales. Ah, et voilà les salles de bain. Oui, il y avait ici 2 salles de bain durant la Seconde Guerre mondiale. 160 soldats étaient basés ici et il n'avait que 2 salles de bain. Des milliers de soldats ont servi ici pendant 4 siècles. Mais ceux de la dernière guerre, il y avait un théâtre. Aujourd'hui, le seul théâtre de garnison d'Angleterre conservé en l'état. Oui, le théâtre de garnison. À l'origine, durant l'ère victorienne, il y avait là 2 positions de tir pour les canons. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils les ont réunies afin de faire de la place pour un théâtre. Et les troupes de théâtre avaient pour habitude de voyager le long de la côte sud et de venir ici pour jouer devant les soldats. On peut monter? Bien sûr. Ah, jolie vue. C'est spectaculaire en effet. À quoi ça servait? C'était une position de tir pour les canons anti-aériens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais maintenant la guerre est terminée et les armes sont enlevées, donc je peux voler. Vous pouvez, oui, vous serez en sécurité. Je promets qu'on ne vous tirera pas dessus. Merci. Merci, ça a été un grand plaisir. Faites un bon vol. Merci beaucoup. Les Needles. Elles étaient plus grandes autrefois, mais la mer les a usées. L'érosion. Tu penses qu'un jour elles disparaîtront complètement? Oui, je suppose. Dommage. Voilà, donc on passe au-dessus des Needles, donc ces pics de calcaire qui, d'après Barry, vont bientôt disparaître. Et on arrive donc sur l'île de Wight, qui est un lieu de villégiature apprécié des Anglais pour la douceur toute relative de son climat. Et que voulez-vous, un jour la reine Victoria a décidé que sa résidence d'été serait ici, à Osborne, exactement. Osborne House brille joliment dans le soleil. Ah, joli! Cette plage là en bas, c'est la plage privée de la reine Victoria et du prince Albert. Oh! Ah oui, parce qu'elle est proche de leur palais. Oui. C'est joli. La lumière est parfaite. Ok, voilà Cowes. Voilà, Cowes. Et donc la principale ville de l'île de Wight, elle a pris son essor grâce à la construction navale. Et petit à petit, l'activité des chantiers navals a cessé, mais la ville est restée très attachée au nautisme et particulièrement à la voile. Il y a énormément de régates organisées ici et des plus connues. Vous allez voir, on va aller y faire un tour. Chaque année au mois d'août,
Cowes accueille une des plus prestigieuses compétitions de voile au monde. Elle dure une semaine et s'appelle justement la Cowes Week. Plus de 8000 marins viennent de toute la planète s'y mesurer. 40 courses par jour, supervisées par Stuart Quarry, l'actuel directeur de la régate. Hey. Bonjour Stuart. Bonjour Vincent. Comment ça va? Bien, c'est une journée délicieuse. Alors allons-y. Conduire un bateau, c'est à peu près comme conduire une voiture, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, non. La Cowes Week est la plus ancienne régate du monde. Elle est intimement liée à l'arrivée de la famille royale sur l'île de Wight au XIXe siècle. Je l'ai vu depuis les airs, c'est Osborne House. Osborne House, exactement. C'est là que la reine Victoria a choisi de passer la plupart de ses étés. Et sa présence ici a fait venir beaucoup de personnes de son entourage, beaucoup de personnes riches qui possédaient des yachts. Finalement, c'est la raison pour laquelle Cowes est devenue la patrie du yachting. En 1826, 7 de ses propriétaires de yachts se sont rassemblés pour organiser la première régate de Cowes. Et ça a été la première régate. Oui, ça a été la première régate qui s'est beaucoup développée. On est passé de 7 bateaux très petits au début à presque 1000 bateaux aujourd'hui. 1000? Alors dites-moi, qu'y a-t-il de si particulier dans le Solent? L'île de Wight se trouve au sud et l'intérieur du pays au nord. C'est pourquoi c'est un bras de mer protégé. Et vous pouvez donc naviguer par presque n'importe quelle condition météo. Mais ensuite, pour faire des courses, c'est plus compliqué, à cause des marées et aussi des vents locaux. D'accord, et les marées provoquent de forts courants. Oui, les marées provoquent de forts courants. Donc vous avez besoin de savoir quel chemin la marée va emprunter. Donc l'un dans l'autre, c'est un endroit plutôt compliqué pour naviguer, ce qui en fait l'attrait. Et il y a une autre course encore plus connue que celle de Cowes, peut-être la plus prestigieuse au monde, c'est l'America's Cup qui est née ici. C'était en 1851, right? C'est exact, oui. En 1851, des goélettes venues d'Amérique ont navigué jusqu'ici depuis les États-Unis et ont défié certains des bateaux anglais les plus rapides dans une course autour de l'île. America One a remporté la coupe et ça a été la naissance de l'America's Cup. Et c'est pour ça que ça s'appelle... Oui, c'est pour ça qu'on appelle l'America's Cup. Donc les Anglais ont été battus? Oui. Ah, quel dommage. Voilà, et on passe devant Portsmouth, qui est le berceau de la Royal Navy. Voilà la tour Spinnaker. C'était l'un des nombreux projets de l'an 2000 en Angleterre. Mais elle n'a pas été terminée avant 2002 ou 2003. Je crois même qu'elle a été inaugurée en 2005. D'accord. J'adore jouer avec les nuages. Okay, voilà, et on tourne autour. Et on est en approche là de l'aérodrome de Goodwood. Et il se trouve qu'ici, à Goodwood, il y a de très beaux avions de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont détenus par un richissime homme d'affaires qui s'appelle Steve Boulby et qui a eu la bonne idée un jour d'acheter un Spitfire, le mythique Spitfire. Et après le Spitfire, d'autres avions pour créer une école de pilotage de warbirds, donc les oiseaux de guerre, les avions de la Seconde Guerre mondiale notamment. Et j'ai la chance d'être attendu là-bas pour aller voir ces merveilles et peut-être même voler à bord. De tous les avions de la bataille d'Angleterre, le Spitfire est le plus emblématique. Le cracheur de feu, comme signifie son nom en anglais, était chargé avec les Hurricanes américains d'intercepter les bombardiers allemands et leurs escortes. Il était le seul avion capable de tenir tête aux redoutables Messerschmitt. Leurs combats aériens furent aussi spectaculaires qu'héroïques. Quelques 22 000 appareils ont été construits dans le monde, mais il n'en reste qu'une cinquantaine en état de vol. Piloter un Spitfire est un privilège rarissime. C'est voler à bord d'une page d'histoire, d'un mythe volant qui tient une place à part dans le cœur de tous les Britanniques et des passionnés comme Paul qui m'accueillent à l'école. Bonjour Paul. Bonjour Vincent, ravi de vous rencontrer. Enchanté. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Oh oui. Son immatriculation est G-I-L-D-A, donc nous l'appelons simplement Gilda. Et cela lui va bien, non? Un nom de femme pour un avion si beau.
Regardez-moi ces ailes elliptiques, c'est vraiment spécifique. Tout à fait. Les ailes elliptiques sont la signature du Spitfire. Regardez cette silhouette magnifique. Aucun autre avion, je pense, n'a un tel cachet. Ouais. C'est tout simplement une icône. La perfection. J'ai remarqué que c'est un 2 places. C'est inhabituel, n'est-ce pas? Oui. Il en existe 6. Dans le monde? Oui, dans le monde. Ils ont été construits à la fin des années 40 pour entraîner les pilotes dans différents pays. Mais alors, avant la guerre, comment ils faisaient pour s'entraîner? Il semble qu'on donnait aux pilotes un manuel. On leur indiquait où se trouvaient les commandes, puis on leur bandait les yeux et quelqu'un leur demandait s'ils pouvaient trouver toutes les commandes dans le bon ordre pour décoller, atterrir ou quoi que ce soit. Et ensuite, on leur demandait « Tu es content ?» À quoi ils répondaient « Oui, ça va. Ok, tu peux y aller. » Les stagiaires d'aujourd'hui sont des pilotes confirmés. Après 2 jours de formation et quelques vols préparatoires sur d'autres avions, ils pourront tenir le manche du Spitfire une fois, mais ne seront pas lâchés seuls. Pour cet unique vol, ils ont déboursé plus de 6 000 €. Mais du moment qu'ils se réalisent, leur rêve peut bien avoir raison de leurs économies. Ravi de vous rencontrer. Après avoir investi autant pour avoir un brevet et voler dans différentes parties du monde, ça, c'est l'investissement ultime. Dans la vie, il faut avoir une liste de ce qu'on a envie d'accomplir avant de casser sa pipe. Et presque tout en haut de la mienne, il y avait piloter un Spitfire. Vous aussi. Alors voilà, les avions sont sortis. Kate va monter dans le Spitfire dans quelques instants. Et moi, j'ai mis cette tenue parce que je vais avoir la chance de la suivre dans ce superbe Harvard. Nous nous apprêtons à partir, mais les pilotes et Matt, le directeur de cette école, hésitent. Le vent souffle fort et il n'est pas dans l'axe de la piste. Pendant la guerre, il n'y avait qu'un grand champ, donc il décollait toujours face au vent. Donc ce n'était pas un problème. Là, on a du vent de travers, et cet avion est très sensible au vent de travers, avec son train classique. Il a une telle valeur qu'on ne peut pas prendre le moindre risque. Ah, bien sûr. Eux, pendant la guerre, ils en avaient 20 000. Ce Spitfire vaut 3 millions €, ce qui est rare et cher. Le vent tombe avec le soir, et nous allons pouvoir finalement décoller. Mon avion est un Américain, aussi connu sous le nom de T6. La plupart des pilotes de Spitfire se sont entraînés sur cet appareil. Si jamais vous devez abandonner l'avion un moment, tirez juste d'un côté. Et débarrassez-vous de ces sangles noires, d'accord? Mais ne défaites pas les sangles marrons, d'accord? Ah bah oui, les marrons, c'est le parachute. Tu es prête? Absolument. Ça, c'est la meilleure chose que tu feras jamais dans ta vie. Regardez-moi la finesse de cet avion, c'est formidable. On dit que la forme elliptique de ses ailes est caractéristique. Eh bien, Reginald Mitchell, qui est le concepteur de cet avion, leur a emprunté un avion allemand, le Heinkel. C'est un avion vraiment très très élégant et qui a été aussi très très efficace pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une anecdote à ce sujet. Hermann Göring, le chef de la Luftwaffe, a demandé un jour à Adolf Galland, qui était un célèbre pilote de chasse, le chef de la chasse allemande, ce qu'il pouvait bien faire pour arriver à bout des chasseurs anglais. Galland lui a répondu « Donnez-nous des Spitfire ». Regardez-moi comme c'est beau. Waouh. Ok, il est à toi. Tu prends les commandes? Ok, je prends. En passant avec Kate au large de Southampton, où est né le Spitfire, j'ai une pensée pour Reginald Mitchell, qui mourut en 1937, sans savoir que son invention sauverait l'Angleterre.
On rentre à la base déjà? Bon. Oh yeah. Wow. C'est tellement bon. Ouais, ça l'est. Je voyais ton sourire à travers la verrière. Vraiment, tu ne pouvais que me voir en train de sourire. En quittant Goodwood, Barry me parle d'un héros qui décolla d'ici même pour sa dernière mission. Sir Douglas Bader, un as auquel Barry a beaucoup pensé quand les médecins ont dit qu'il ne volerait plus jamais. Douglas Bader était un célèbre pilote de Spitfire de la Deuxième Guerre mondiale qui avait eu un accident d'avion avant la guerre. Il avait eu les jambes amputées et portait des prothèses. Mais peu avant le début de la guerre, ils avaient besoin de tous les pilotes expérimentés qu'ils pouvaient trouver. Et ils l'ont convaincu de les rejoindre. Il a pris part à la bataille d'Angleterre où il a battu pas mal d'avions ennemis. J'arrive pas à croire qu'il ait pu piloter un Spitfire sans ses jambes. Comme moi, il pouvait pousser sur le palonnier. Oui, il pouvait pousser, mais tu ne sens pas les... Non, 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 tu n'as pas besoin de sensation. Je sais que si j'appuie avec ma jambe gauche, le nez de l'avion partira dans cette direction. Oui, tu sens avec le corps. Oui, oui. Ça a été un super vol. Merci beaucoup, Barry. Merci. I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly, I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly. Say goodbye. It's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly. Mange vers l'avant, lève la queue, mets le droit avec le palonnier. C'est bon, superbe. Et voici les 7 sœurs. C'est splendide. Le prince de Galles lui-même est venu se baigner. George IV dépensait l'argent des contribuables pour construire ces palais dispendieux. Des millions. Complètement fou. Je suis reporter, mais comme eux, je suis aussi pilote. Au nom de notre passion commune, je leur ai demandé de m'emmener survoler leur région, leur pays, de partager les commandes et de me servir de guide. I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly. Say goodbye. It's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly. On décolle dans un instant pour une balade dans le Sussex, avec une première escale à Brighton, où je découvrirai comment les Britanniques ont inventé les stations balnéaires. Plus à l'est, près de Eastbourne, je vais apprendre l'incroyable histoire du phare de Beltooth. Je repasserai par Brighton, admirer le plus extravagant des palais, avant de me poser près de Lewes, sur notre piste de départ, en pleine campagne anglaise. Aujourd'hui, pour découvrir le Sussex par avion, je vais partager le cockpit de William Greenwood, qui est en train de faire le plein de son avion là-bas. Will, c'est un gentleman farmer. Il dirige une immense exploitation agricole sur laquelle je me trouve actuellement, qui est dans sa famille depuis plus d'un siècle. Mais il est aussi pilote depuis l'âge de 17 ans, il en a maintenant 45, et il est instructeur et examinateur pour l'aviation civile anglaise.
Salut, oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Vincent? Alors raconte-moi, comment est venu le virus de l'aviation? Ça a commencé il y a bien longtemps, quand j'étais un petit garçon. Il y avait un avion, un Piper Pony, qui venait par ici pour asperger les collines d'engrais. Et un jour, le pilote m'a proposé de voler avec lui. Je me suis assis sur ses genoux. Je ne sais pas si c'était autorisé, mais c'était génial. Et ça m'a transmis le virus. Et depuis, j'ai toujours envie de voler. Et maintenant, tu as ta propre piste. Oui, une piste sans prétention. Tu lances le moteur? Ok. Allez, on y va. Prêt à rouler? Prêt pour le roulage. Ok, manche vers l'avant, lève la queue, mets le droit avec le palonnier. C'est bon, superbe. Ok, relâche un peu la pression sur le manche. Tire un peu. Ça devrait être pas mal maintenant. Bien, reste à 95 km/h. Des parapentes. C'est un bon spot. Ouais. Voilà, nous avons décollé, nous survolons maintenant donc le Sussex, qui est l'un des 39 comtés d'Angleterre. Il se trouve entre le Hampshire à l'ouest et le Kent à l'est. Et au sud, évidemment, il est bordé par la Manche. Peuplé depuis le Paléolithique, envahi par les Romains du 1er au 5e siècle, le Sussex est une terre d'histoire. Il a été notamment le théâtre de la sanglante bataille de Hastings, où Guillaume le Conquérant a pris la couronne d'Angleterre en 1066. Ok, là on passe juste au-dessus du château de Lewis. Ça, c'est Lewis. Oui, c'est le centre-ville. C'est ta ville natale? Oui, c'est ma ville. Et ce château de Lewis a été construit au XIe siècle par Guillaume de Varennes, qui était le beau-frère de Guillaume le Conquérant, le Normand, qui, devenu roi d'Angleterre, lui a confié Lewis et toute sa région. Ok, là on se dirige vers Brighton. Brighton est là-bas. Ouais, c'est ça. Voilà, nous approchons maintenant de Brighton, la grande ville de Brighton. C'est une grande ville très cosmopolite. On l'appelle Londres-sur-Mer. Londres-sur-Mer. Parce que beaucoup de gens ont leur résidence secondaire ici, attirés par la mer, les attractions touristiques de Brighton. Et maintenant, sur le bord de mer, on voit le pier de Brighton. Cette jetée a ouvert en mai 1899 et elle est toujours en service. C'est un parc d'attractions avec des salons de danse, ce genre de choses. Elle fait 524 mètres de long. Et la nouveauté de Brighton, c'est la grande roue que tu vois sur le front de mer. Ah oui. Elle ressemble beaucoup à celle de Londres. Il y a eu à Brighton 2 autres jetées encore plus anciennes que celle-ci. L'une, dont on aperçoit les restes au loin, fut construite en 1866 et l'autre en 1823. Brighton est l'une des plus anciennes et célèbres stations balnéaires du pays. C'est au XVIIIe siècle que ce simple village de pêcheurs est devenu l'un des endroits les plus courus d'Angleterre. Sue Berry, qui est historienne ici, va m'expliquer comment. Bonjour. Bonjour. Alors racontez-moi, comment tout ça a commencé? Tout a commencé quand les bains de mer sont devenus à la mode en Angleterre. Les médecins ont eu une grande influence, et notamment le docteur Russell, qui était parmi ceux qui ont le mieux expliqué les vertus des bains de mer. Il disait que c'était bon pour... Les gens de l'époque ne se lavaient pas souvent, donc ça nettoyait la peau. Pour les problèmes digestifs aussi. Il recommandait de se baigner et de boire de l'eau de mer, chaude ou froide. Et la recommandation que je préfère, c'était de mettre du whisky, juste pour le goût, ou d'y mélanger des œufs crus. C'était très drôle de voir les gens se débattre dans l'eau, parce qu'ils étaient juste trempés dedans. Ils ne nageaient pas. Il y avait des grandes cabines sur roues qui étaient amenées dans l'eau par des chevaux et retirées de la même manière.
Et il y avait une femme ou un homme de bain qui vous assistait lorsque vous sortiez de la cabine et qui vous plongeait et vous ressortait de la mer. Le prince de Galles lui-même est venu se baigner. Ça s'est vraiment développé et des habitations furent construites tout le long du front de mer. Eh bien, allons voir comment Brighton s'est développé après ça. D'accord, bien sûr. Le prince de Galles, qui attira ici la bonne société londonienne, devint régent quand son père George III fut atteint de démence. C'est beau, n'est-ce pas? Le style architectural de l'époque s'appela donc Régence. Et ce monumental complexe en forme de croissant en est un bel exemple. C'est un investisseur nommé Thomas Kemp qui l'a conçu pour loger les riches touristes. Il l'appela très modestement Kempville. Alors on est là. Nous sommes ici, oui. C'est un jardin typique de cette époque, le plus grand du pays et probablement d'Europe. L'idée a sûrement été inspirée de Regent Park, à Londres, parce que Thomas Kemp y avait habité plus jeune. Donc imaginez-vous dans les années 1820, les gens à la mode, dans leurs voitures à cheval. Vous aviez là le duc du Devonshire, le comte de Bristol, le frère du Premier ministre. Ils se sont bien débrouillés. Ils ont creusé un tunnel qui ressort juste derrière les escaliers et ils avaient leur propre solarium, leur propre vestiaire et leur plage privée. Je trouve que c'est une superbe idée. Il en faudrait plus comme ça. Ouais, c'est vrai. Pour divertir la clientèle toujours plus nombreuse et variée de la station, on a construit les fameux piers, mais aussi d'autres curiosités. Allez, pour rejoindre le centre-ville, nous sommes à bord d'un petit train très particulier. C'est le premier train électrique du monde. C'est un ingénieur nommé Magnus Volks qui l'a inventé en 1883. Encouragé par son succès, il a créé aussi un train amphibie, perché à 7 mètres de haut et fixé sur des rails au fond de la mer. Mais Daddy Longlegs, comme on l'appelait, ne résista pas longtemps aux tempêtes et fut abandonné 5 ans plus tard. Brighton s'est aussi doté d'un aquarium souterrain, avec une entrée monumentale de style victorien. Ça, c'était le porche d'entrée, rajouté après la construction de l'aquarium, en 1872. Et il est resté debout et en service jusque dans les années 1920. Ouais, pourquoi l'avoir détruit? Parce qu'il a été décidé de faire un bâtiment de style moderne. Ah, c'est dommage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de l'horloge? Eh bien, une partie a été placée à l'entrée du nouveau pier de Brighton. Avec ses voûtes gothiques, mais en briques très victoriennes, cet aquarium fut l'un des tout premiers d'Europe. Et pourquoi avoir construit un aquarium ici dans les années 1870? Ils voulaient construire de nouvelles attractions touristiques. Beaucoup de visiteurs qui faisaient partie depuis peu des classes moyennes arrivaient par le train. Et on a pensé qu'un endroit qui offrirait à la fois connaissance et relaxation serait idéal. Sue, il faut que je reprenne mon avion. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. « 2250 tours par minute, 120-130 km/h en fonction des turbulences. Tu as les commandes. » C'est bon. Dans un instant, tu vas voir le Longman sur ta droite. Ça s'appelle un géoglyphe, c'est-à-dire un dessin fait à même le sol. Sur plusieurs collines d'Angleterre, on peut trouver comme ça des géoglyphes, mais le Longman fait partie des 2 seuls qui représentent des hommes. Le Longman de Wilmington est un signe païen ou chamanique. La plupart des gens pensent que c'est un symbole druidique qui remonte au XVIe ou XVIIe siècle. En fait, ce massif est principalement calcaire. Donc si tu creuses le sol, tu tombes sur de la craie blanche. Et c'est ça qu'ils ont fait ici, pour dessiner ce symbole sur le flanc de la colline. Et pendant la guerre, les Anglais ont repeint le Longman en vert de manière à ce que l'aviation allemande ne puisse pas s'en servir de repère. Et voici les 7 sœurs.
Voilà, et nous survolons maintenant les Seven Sisters, les 7 sœurs, qui sont 7 collines qui se terminent en falaise. Très bel endroit. La craie s'érode très rapidement et c'est pour ça que tu vois ces formes. À cause des vagues qui se fracassent contre la falaise à marée haute ou à cause des tempêtes. Il est vrai que ces falaises se désagrègent très très vite et on estime qu'elles reculent de 60 cm par an en moyenne. Et on arrive ensuite à Beachy Head, qui est la falaise la plus haute d'Angleterre, parce qu'elle mesure 162 mètres. Et au pied de Beachy Head, on aperçoit un très joli phare rouge et blanc. C'est le phare de Beachy Head. Et un peu plus loin, sur la colline, on aperçoit Beltooth, qui est son prédécesseur, qui a été construit en 1831 et qui marchait à l'huile de colza. Je me suis posé pour découvrir Beltooth, un nom qui a l'air français mais qui vient du celte et signifierait « le point de vue du dieu de la guerre ». C'est Rob Wassell qui me l'a appris. Il est passionné par ce phare. Bonjour Rob. Bonjour Vincent. Comment ça va? Très bien, merci. C'est splendide. On m'a dit que c'était une zone très dangereuse pour les bateaux. Il y a eu beaucoup de naufrages ici. Ah oui. Au XVIIe siècle, ça devenait terrible. Des milliers de naufrages. Le fond marin était jonché d'épaves. Et il y a eu des pétitions pour réclamer un phare qui prévienne les navires du danger. Mais rien n'a vraiment été fait jusqu'à ce que le 11 octobre 1834, Beltooth s'allume pour la toute première fois. Le phare de Beltooth a brillé jusqu'à ce que celui de Beachy Head, plus moderne et efficace, le remplace en 1902. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Le phare fut d'abord salon de thé, puis transformé par un médecin en luxueuse demeure, qui reçut même la royale visite de George V en 1935. Mais quand la guerre arriva, Beltooth et ses alentours furent réquisitionnés et l'artillerie canadienne s'entraîna au tir un peu trop près. Classé en 1950, le phare échappa de peu à la démolition. Rénové, il redevint une habitation et même un studio de la BBC qui le racheta en 1986 pour y tourner un film. Rob a voulu l'acheter via une fondation en 2008, mais il s'est fait coiffer au poteau par David Shaw. Bonjour David. Bonjour. Content de vous rencontrer. Enchanté. Donc, vous êtes celui qui a acheté le phare que lui voulait acheter. C'est vrai. On ne devrait pas être amis, mais on est devenus les meilleurs amis du monde. Et j'ai fait ce que Rob avait l'intention de faire de toute façon. Je l'ai transformé en chambre d'hôte pour que les gens puissent voir de l'intérieur, avoir le plaisir d'y séjourner et de faire partie de son incroyable histoire. Après 2 ans de travaux, David et sa femme ont ouvert au public 6 chambres, dont une dans la tour. Avant de monter, il faut jeter un œil à cette pièce très particulière, parce que c'était une des chambres du gardien de phare quand il était en service. Il y a un lit en mezzanine avec son échelle, c'est l'échelle d'origine. C'est tout petit et compact, mais c'est une pièce très appréciée parce qu'elle est unique. On monte à la pièce de la lanterne. Beltooth revient de loin. Et dans la lanterne transformée en salon, Rob et David m'expliquent à quel point. Le phare a bien failli disparaître pour de bon, à cause de l'érosion. En 1998, les anciens propriétaires furent réveillés en pleine nuit par un bruit de tonnerre. 10 mètres de falaise avaient disparu. Il fallait faire quelque chose et vite. Quelques mois plus tard, on a donc creusé sous le phare pour y glisser 22 vérins hydrauliques. Soulevé de 60 cm, le phare de 850 tonnes a été déposé 17 mètres en arrière, sur de nouvelles fondations. D'accord, alors c'est là qu'était le phare avant. Ouais, précisément là. Un sacré défi technique. Et un de leurs soucis, c'était de ne pas faire s'effondrer la falaise en même temps. Mais ça ne s'est pas produit, heureusement.
Ça a pris un peu plus de temps que prévu, 2 ou 3 jours pour déplacer le phare, centimètre par centimètre, jusqu'à son emplacement actuel. D'après les estimations, le phare ne peut rester ici que 25 ou 30 ans avant que l'érosion de la falaise ne le rattrape. J'aimerais le reculer moi-même pour pouvoir mourir heureux. La prochaine fois, essayez de le monter sur des roues, comme ça vous gagnerez du temps. Merci beaucoup. Je vous en prie, Vincent, merci. Merci, c'était un plaisir, Vincent. Merci, Rob. Merci de votre intérêt. Merci. Le superbe château que nous survolons actuellement, j'ai beaucoup de mal à prononcer son nom. Comment il s'appelle? Hersman Zoo. C'est beau, oui. C'est un château des Tudors et un observatoire royal. C'est un très beau château, vraiment, qui date du XVe siècle et qui a la particularité d'être en briques, ce qui n'était pas si habituel à cette époque. Et à côté se trouve, comme le disait Will, l'observatoire, le Royal Greenwich Observatory. L'observatoire royal de Greenwich, qui a été déplacé de Londres parce que la ville devenait trop brumeuse. Je pense à cause de la pollution. Et ils l'ont déplacé ici, dans le Sussex. Donc on l'a déménagé ici, dans le Sussex, dans les années 50. Et puis l'observatoire de Greenwich a à nouveau déménagé en 88 pour Cambridge. Et maintenant, c'est un musée de la science. Mais on peut toujours voir les télescopes. Cap vers l'ouest et nous repassons au-dessus de Brighton car Will veut me montrer le bâtiment le plus original de la ville. Nous approchons du pavillon, il est en bas sur la droite. Ah oui, on dirait le Taj Mahal. Complètement. Le pavillon royal a été construit par le prince George, dans un style indien. Et c'est un endroit magnifique à visiter. George IV était le fils du roi George III, connu pour avoir sombré dans la folie. Lui n'était pas fou, disons un petit peu original. Il a découvert Brighton quand il n'était pas encore roi, mais seulement prince de Galles. Il venait chercher ici, loin du sérieux des contingences de la cour, un petit peu de liberté dans une ferme qu'il louait et qu'il a progressivement transformée dans cet incroyable palais exotique. Il fit pour cela appel à John Nash, à qui l'on doit aussi à Londres, Oxford Circus, Trafalgar Square ou encore Buckingham Palace. Et l'architecte acheva en 1823 le palais qu'aujourd'hui encore, Alexandra ne se lasse pas d'étudier. Bonjour Alexandra. Bonjour Vincent, bienvenue au pavillon royal. Merci beaucoup. Le palais a été conçu par John Nash, même si on n'y reconnaît pas forcément son style. Il a cet aspect indien parce qu'il était à l'époque extrêmement à la mode, pour une grande demeure, d'avoir des aspects exotiques. Alors Nash a ajouté ces 2 grandes ailes, qui sont surmontées de ces toits en forme de tente, qui sont très originaux et qui ont sans doute été influencés par les tentes indiennes. Au milieu, il a utilisé de la fonte pour créer une sorte de cage à oiseaux, une énorme structure qu'il a posée sur le dessus. Voilà comment sont nés ces dômes qui ont une sorte de forme d'oignon et qui sont si exotiques et indiens. Mais on m'a dit qu'à l'intérieur, c'était plus chinois. Oui, il y a un intérieur chinois assez époustouflant. Allons voir ça. Je vais vous montrer. À la fois indien, d'Orient et d'Extrême-Orient, le style exotique portait le nom français de chinoiserie. Les décorateurs avaient une notion assez vague de la géographie et n'avaient d'ailleurs jamais mis les pieds en Chine. Après vous. Ils auraient su par exemple que là-bas, les dragons n'ont pas d'ailes. Soyez l'invité du fils du roi pour une soirée. C'est très impressionnant. C'était le but. C'était ce qu'il voulait avant tout, impressionner ses invités et s'assurer qu'ils passent un très bon moment. Le dragon est incroyable. Je pense que c'est l'un des objets les plus importants de la pièce. La plupart des gens regardaient en haut et voyaient ce dragon lorsqu'il pénétrait dans la pièce. C'est un chandelier fabuleux, peut-être le plus grand du pays.
9 mètres de long. Il pèse une tonne. Certains invités dans les années 1820 étaient inquiets que le dragon laisse tomber le chandelier. Donc ils ne voulaient pas s'asseoir au milieu. Ils s'asseyaient. Une pièce comme celle-ci, juste cette pièce, aurait coûté 50 000 livres, rien qu'en décoration. Là, vous parlez en livres de l'époque. Oui, on peut sans doute multiplier ce chiffre par 80, je crois. Par 80 maintenant? Waouh! Disons qu'une employée de maison de l'époque, et c'était une bonne place ici, gagnait environ 45 livres par an. Donc ça vous donne une idée des montants que dépensait George. George cumulait les vices autant que les dettes et donnait à Brighton des banquets gargantuesques. Il dissimulait ses 180 domestiques dans un long réseau de couloirs de service, mais il adorait faire visiter ses cuisines. Une excentricité de plus pour le monarque. Ça, c'est le couloir des serviteurs. Et voilà une des cuisines, la plus grande. Ça, c'est une cuisine. Mais vous n'allez pas le croire, il y en avait 9 au total. 9? Oui, il y avait 9 cuisines ici. Et encore une fois, ça montre ce qui était important pour George. La nourriture. Il adorait la bonne cuisine, vraiment, et le bon vin. Et il a eu un chef français? Un chef français, oui. En fait, il a transformé ce bâtiment après la défaite de Napoléon. Un événement qui, bien qu'il ne fût pas très intéressé par la politique, fit de lui, presque par accident, l'homme le plus puissant d'Europe. C'est à ce moment-là qu'il a tout changé ici. Il voulait absolument que le meilleur chef de France vienne travailler ici dans la cuisine de son nouveau pavillon royal. Et ça? Nous y voilà, la salle de musique. C'est l'autre pièce importante du bâtiment. Elle a exactement la même forme que la salle des banquets que nous avons vue. Elle était dédiée à la musique, à la danse, aux concerts. Il avait son propre orchestre qui le suivait dans ses déplacements. Un groupe de 30-35 musiciens. Et comme ce palais est tout en illusion, en trompe-l'œil, ces grandes portes sont fausses. Les vraies portes par lesquelles les musiciens entraient sont les petites là. On en aperçoit à peine les contours. Ce roi a beaucoup apporté à la culture de ce pays. Mais il était également très impopulaire. Quel est son héritage? Eh bien, pendant sa vie, il était profondément impopulaire auprès de beaucoup de monde. Bien sûr, c'était... L'Angleterre était une démocratie et il dépensait l'argent des contribuables pour construire ses palais dispendieux. Des millions. Complètement fou. Mais bien sûr, nous l'aimons maintenant, parce que quelques-unes des principales pièces de la collection royale, certaines des constructions les plus spectaculaires, nous les devons à George IV. Bien, merci beaucoup Alexandra. Tout le plaisir était pour moi, Vincent. J'espère que vous avez apprécié la visite. Oui, au revoir. Voici la célèbre résidence de Glyndebourne, qui est le lieu d'un festival très prestigieux d'opéra. C'est un festival qui est connu pour notamment ses opéras de Mozart. Si vous voulez écouter du Mozart, c'est ici. Et tu vois la pelouse devant. Pendant l'entracte, les gens sortent et pique-niquent dessus. C'est une tradition. Je l'ai fait quelques fois. Il y a du champagne, des fraises, des sandwichs au concombre, du thé, tout quoi. Les Anglais savent vivre. Superbe. Will, merci infiniment, c'était un chouette vol. Mais de rien, je suis ravi que tu aies apprécié. Ouais, je reviendrai dans le Sussex. À bientôt. Au revoir. I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly, I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly. Say goodbye. It's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly.
On y va? Allez. Alors on tient la marche en arrière un peu, oui. Ouais. Vous l'aimez, votre vie, là? Ah oui. Je crois que j'ai commencé à rêver d'aviation et de violon plus ou moins en même temps. Alors c'est ça la fameuse maison de Rubens? Oui, en effet. Tu sais que Jacques Brel, il a une chanson, hein, le plat pays qui est le bien. Eh oui. Je suis reporter, mais comme eux, je suis aussi pilote. Au nom de notre passion commune, je leur ai demandé de m'emmener survoler leur région, leur pays, de partager les commandes et de me servir de guide. I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly, say goodbye. It's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly. Cette fois, je vous emmène dans le ciel de Belgique, avec une première escale à Bruges pour une petite leçon d'étymologie. À Bruxelles, je ferai la connaissance d'un jeune virtuose du violon, fanatique d'aviation, avant de visiter à Anvers la maison du plus belge des peintres, Rubens. Aujourd'hui, je vais survoler le plat pays en compagnie d'un pilote qui ne compte plus son âge en années, mais plutôt en heures de vol, 24 000 au total. Ancien militaire, Danny Caboter a piloté des avions de chasse, de transport, des hélicoptères. Mais son avion préféré reste le Stamp, ce petit biplan belge conçu dans les années 30, ici, à Anvers, puis construit en grand nombre par les Français pour l'entraînement des pilotes de l'armée. Bonjour Danny. Ah, bonjour Vincent. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. C'est sur celui-ci qu'on va voler? Oui, c'est le plus vieux Stamp en état de vol. Il a donc été classé par le gouvernement flamand comme patrimoine protégé. Et ça, c'est le premier de la série française. On y va? Allez. Alors on tient la marche en arrière un peu, oui, Ouais. comme ça. OK, maintenant, tout petit peu en avant. Ouais. Voilà, comme ça, le pied à gauche. Voilà, et quand il aura sa vitesse, il doit décoller. Là, il est parti. On tire un tout petit peu là, voilà. Il décolle vachement vite. Hein. Oui, avec 2 ailes. Hein? OK? Ouais. Assiette de montée, c'est comme ça. Voilà. OK? D'accord. Voilà, je suis là. Alors dis-moi Danny, là en fait on est au nord de la Belgique, on est en train de longer les Pays-Bas là. Oui, c'est ça. À droite c'est les Pays-Bas. Oui, à droite, c'est juste un peu à gauche de la frontière, là. C'est vraiment plat, hein? Oui, c'est plat, oui, mais c'est presque, nous sommes presque à la mer, alors là, c'est très plat, hein. Tu sais que Jacques Brel, il a une chanson, hein, le plat pays qui est le bien. Eh oui. Voilà, et on survole actuellement les plages de Knokke-le-Zout, Knokke-Heist exactement, mais tout le monde connaît plus cet endroit comme Knokke-le-Zout, la plus huppée, la plus chic de toutes les stations balnéaires belges. On la surnomme la Saint-Tropez belge. Le mètre carré à Knokke-le-Zout est aussi cher, peut-être même plus qu'au centre de Paris. Ça, c'est l'élite qui vient ici, hein? C'est l'élite. Oui. Et vous voyez qu'il y a à côté de Knokke un grand espace qui n'est pas construit, qui reste encore vert. Et bien c'est le parc naturel du Zwin. Le Zwin, c'était un bras de mer qui s'est ensablé et qui est devenu en fait un immense présalé où de nombreux oiseaux trouvent refuge chaque année. Voilà Bruges, le Venise du Nord. Ah, la Venise du Nord, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, hein. c'est ça. Bruges. Vous voyez, la mer du Nord est au bout là, et on voit très bien le grand canal qui arrive jusqu'à Bruges. Alors, à l'époque, même au Moyen-Âge, les bateaux s'arrêtaient à un avant-port qui s'appelait Dam, et ensuite, eh bien, par le canal, ils arrivaient à Bruges, qui elle-même, vous le voyez, est entourée d'une sorte de périphérique de canaux.
et qui est parcouru par tout un réseau de petits canaux. Et donc, énormément de marchandises et d'argent ont circulé par Bruges dès le Moyen-Âge. Et c'est d'ailleurs ici qu'est né le terme de bourse. La bourse dont il ne se passe plus un jour sans qu'on en parle. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, hop. Des milliers de touristes visitent chaque jour Bruges, qui est certainement, c'est vrai, l'une des plus belles villes de Belgique. Comme en atteste son hôtel de ville qui date du XIVe siècle, Bruges est une ville très riche depuis le Moyen-Âge. C'est ce que va m'expliquer Joseph Berten, que tout le monde appelle Yo, qui est un ancien professeur de français, féru d'histoire et aussi féru de l'histoire des mots. Vous allez voir. Yo, bonjour. Bonjour Vincent, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors dites-moi, comment elle est devenue aussi prospère, cette ville? C'est une bonne question. Enfin, il faut bien savoir qu'au fond, nous vivons sur des polders. Donc, c'est de la terre gagnée sur la mer. Donc, l'herbe est salée. Si l'herbe est salée, vous pensez aux moutons. Les moutons des prés salés. Voilà, exactement. Donc, et si vous avez des moutons, vous avez de la laine. Et c'est ainsi qu'on a eu une industrie de draps, d'étoffes, etc. Mais à un certain moment, on avait constaté que, économiquement parlant, une vache est beaucoup plus intéressante. Donc la vache va supplanter le mouton. Et à partir de ce moment-là, il fallait importer la laine d'Écosse, d'Angleterre, d'Espagne. Et à travers les siècles, Bruges est devenu vraiment un carrefour de commerce. Les années 1300, 1400, c'était l'apogée économique et par conséquent culturel. On venait donc de la mer et puis on arrivait jusqu'à la Grande Place. C'était cette voie d'eau-là. On chargeait, déchargeait, mais avant tout, il fallait chercher une adresse, une maison bien particulière, c'est-à-dire la bourse. D'accord. Et c'est la maison que vous voyez là, dans le fond, là, avec les briques un tantinet jaune. D'accord. Et cette bourse, c'était une auberge en fait. Très bien. On va aller la voir? Tout à fait, d'accord. Les marchands étrangers venaient à l'auberge pour y loger, mais aussi pour commercer entre eux, sans prendre le risque de voyager avec de l'argent ni se soucier des monnaies différentes. L'aubergiste, en effet, était agent de change, intermédiaire, courtier. Alors là, voilà la fameuse auberge de la bourse. Exactement. Place de la bourse. Place de la bourse. Et avec ce qu'on appelait une lettre de change, on pouvait retirer de l'argent ici comme si c'était une billetterie. Auprès de l'aubergiste. Auprès de l'aubergiste. Qui s'appelait monsieur... Et qui s'appelait monsieur Van der Beurs, parce qu'il habitait dans la maison de Beurs. Et c'est donc le mot bourse qui est dérivé du nom de cette maison brugeoise. Monsieur Van der Beurs devint l'aubergiste le plus riche de la ville. La place devant chez lui prit son nom et devint le centre commercial et financier de Bruges. Chaque jour, des marchands de toute l'Europe s'y donnaient rendez-vous, et particulièrement les Vénitiens et les Génois. Autour de la place, qu'ils prirent l'habitude d'appeler la Bourse, les commerçants de chaque nation établirent des consulats. Ça, c'est quoi ce bâtiment, vous dites? Ça, c'est des Génois, de Gênes. C'était le consulat des Génois. C'est ça. Et là, je vois marqué musée de la frite. Il y a maintenant un musée de frites. Ah, ça vous désole, on dirait. Excusez-moi, il y a un public pour cela. Mais... Et les frites, c'est belge ou c'est français alors Je crois que c'est belge. Mais on a oublié... Anglais, French fries. Voilà, exactement, on dit French fries en anglais, mais selon moi, ça n'a rien à faire avec la France. Ah bon? Mais il y a un verbe anglais ancien, to French, qui voulait dire dévorer, couper en petits morceaux. Et ça, c'est l'origine du mot French fries. Mais n'a rien à faire avec la France. Preuve que la frite n'est pas française. Tout à fait. Mais belge. Excuse-moi, désolé. Vraiment une vue magnifique ici. C'est super. Et dites-moi, vous qui êtes féru d'étymologie au fait, Bruges, pourquoi ça s'appelle Bruges? Alors à l'époque, on pensait que ça venait du mot Brug, Brücke en allemand, pont. Le pont, ouais.
Alors que de nos jours, on est quasi certain que ce mot-là veut dire embarcadère, et c'est un mot d'origine norvégienne. Norvégienne? Oui, parce qu'on a été fondé par les Norvégiens au 9e siècle. D'accord. Bon, Yo, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir Bruges. Et je suis content d'avoir appris plein de mots, enfin plein d'origines de mots aujourd'hui, dont la Perse. Voilà, au plaisir de vous revoir. Merci. On survole actuellement Courtrai, qui est traversé, je crois, par la Lys. C'est la Lys qui traverse Courtrai. Oui, exactement. La Lys qui a un surnom, je crois. Oui, le Golden River. Golden River, la rivière d'or. Pourquoi? Oui, parce que les gens mettaient de la paille dans la fleuve, ça servait à faire le lin. Ah, pour fabriquer le lin, oui, oui. Et D'accord. quand cette paille était dans la Lys, elle avait la couleur dorée. C'est pour ça qu'on l'appelait Golden River. D'accord. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une autre histoire à propos de la Lys. Il y a une fleur qui pousse en abondance au bord de la Lys, qui est l'iris jaune. Et le seigneur d'Armentières l'a mis sur son blason. Et lorsque le roi de France s'est emparé de la région, eh bien, il a ajouté cette fleur d'iris à son blason. Et c'est devenu en fait l'emblème des rois de France, la fleur de Lys. La fleur de Lys qui n'est donc pas un lys, mais un iris jaune qui pousse donc au bord de la Lys. Voilà. Tu le savais? Non, je ne savais pas. J'apprends. Il n'y a pas d'âge. Non. Non. C'est ça qui est bien. Alors on est à peine à 20 km au sud de Bruxelles et on survole Waterloo, le célèbre champ de bataille de Waterloo. Et vous voyez la butte là, qui est là. Ce monument mesure 41 mètres de haut. Et vous voyez, il est surplombé par un gigantesque lion de 28 tonnes de fonte qui a la gueule ouverte en direction de la France. Cette bataille s'est soldée, vous le savez, par la chute définitive de Napoléon Ier, qui était revenu au pouvoir après avoir été exilé déjà une première fois sur l'île d'Elbe, pour une période qu'on appellera plus tard la période des 100 jours. Et ce soir à Waterloo se produit un jeune prodige belge du violon, il s'appelle Lorenzo Gatto, et il se produit avec son trio qui s'appelle Saint-Exupéry. C'est un nom qu'il n'a pas choisi par hasard, vous allez le comprendre lorsque vous allez découvrir l'endroit où il m'a donné rendez-vous à Bruxelles, à 5 minutes d'ici à vol d'oiseau. Le violon que vous entendez est bien celui de Lorenzo Gatto. Alors vous allez me dire, cette halle du 19e siècle qui abrite plus d'une centaine d'avions et même au-dessus de ma tête une caravelle, c'est un drôle d'endroit pour répéter. Mais que voulez-vous? Il m'a donné rendez-vous ici au musée de l'air de Bruxelles parce qu'il est fanatique d'avions et le virtuose est même pilote. Bonjour. Bonjour. Tu as commencé d'abord à voler ou à jouer du violon? C'est une bonne question. Je crois que j'ai commencé à rêver d'aviation et de violon plus ou moins en même temps, mais disons que pour des raisons pratiques, le violon était plus abordable pour un jeune enfant plutôt que se mettre dans un avion. C'est pas top. Donc j'ai commencé d'abord le violon et puis dès qu'il m'a permis de gagner des petits sous-sous, de l'argent de poche, j'ai tout dépensé dans l'aviation. Donc j'ai commencé à prendre des cours de pilotage quand j'avais 14 ans déjà, donc très tôt. Mais tu gagnais de l'argent grâce au violon dès l'âge de 14 ans? En fait, oui, j'ai commencé assez jeune à jouer déjà des petits concerts ou à jouer des mariages. Et puis, ouais, je recevais un petit peu, pas énorme, mais ça me permettait de faire des petites heures de vol de temps en temps, quand mes parents voulaient bien me conduire à l'aérodrome, quoi. Lorenzo a maintenant 26 ans et son violon, un Vuillaume de 1864, vaut le prix d'un avion. Le soliste enchaîne les concerts et cumule les heures de vol autant que les distinctions, même si ce n'est pas toujours lui qui pilote.
Je voyage pas mal avec mon métier, en Corée, en Asie. Demain, je vais à Londres. Puis après, je pars aux États-Unis. Ouais, j'ai quand même pas mal de voyages. Tu es devenu donc un musicien de renommée internationale. Ouais, maintenant, ça tourne plutôt bien. Depuis le concours Reine-Elisabeth que j'ai fait en 2009. Le concours de la Reine-Elisabeth, c'est un concours belge, mais qui est international et qui est très connu dans le monde de la musique. C'est une très grande tradition ici en Belgique. Ça existe depuis les années 30. Ça a été créé par la reine Elisabeth et par le violoniste Eugène Ysaÿe. C'est très regardé, très populaire. Même les gens qui ne connaissent pas la musique classique suivent ce concours. C'est comme, je sais pas, c'est comme quand il y a un match de foot. Vraiment, tout le pays est là derrière. Donc, quand je marchais dans la rue, les gens me reconnaissaient partout, quoi. Ah oui? Oui, carrément. Et dis-moi, qu'est-ce que ça t'apporte de voler? Quand je vole, c'est incroyable, comme je suis concentré sur mon vol et j'oublie tout le reste. Et il y a une vraie évasion qui n'est pas juste une évasion ludique et oisive, c'est vraiment une évasion aussi de concentration. Et j'aime bien ce côté de maîtrise, qui est aussi dans la musique d'ailleurs, c'est qu'il faut apprendre à maîtriser. Tu t'évades autant en volant qu'en jouant? En fait, l'instrument, il y a quelques moments qui sont exceptionnels. Quand on a beaucoup travaillé, on est dans une salle de concert, on sent qu'il y a une magie, quelque chose qui se passe, il y a vraiment une interaction avec le public. Il y a des moments vraiment magiques. Quand on plane, en fait, j'appelle ça, à ce moment-là, j'ai l'impression de planer. Mais il y a quand même le concret aussi. Hein. Le violon, c'est l'aspect planant du public, c'est peut-être 5% du temps qu'on passe avec l'instrument. Il y a tout l'aspect où on fait des gammes tous les jours. Ouais. Il y a un aspect vraiment très très concret avec l'instrument aussi. Donc il y a vraiment un lien avec l'aviation aussi. Et tu joues justement ce soir avec ton trio Saint-Exupéry à Waterloo? Ouais, à Waterloo. Et on va falloir se retraîner. C'est quoi? Ouais, je crois que les filles vont t'attendre là. On va peut-être y aller. Ouais, sinon. Les filles sont deux autres étoiles montantes de la musique classique. Elles ont fondé le trio Saint-Exupéry avec Lorenzo en 2011. Bonjour, bonjour. Salut Camille, ça va bien? Oui, toi? Très très bien. Je présente Camille Thomas. Enchanté. L'avion aussi, c'est notre trio, voilà, qui est à moitié belge, moitié française. Et Béatrice Berru. Béatrice, tu vas bien? Notre pianiste suisse. Bonjour. C'est amusant parce que Béatrice préparait sa licence de pilote privé. Moi aussi. On était tous les deux voilà, élèves pilotes. Et Camille, pas encore, mais on est en train de la convaincre que ça va venir dans pas très longtemps du tout. Moi, j'ai lu Saint-Exupéry. Voilà. Très bonne lecture. Voilà. Et je vous pose la question que tous les journalistes doivent vous poser à chaque fois. Pourquoi Saint-Exupéry? On ne voulait pas rester dans des noms trop classiques de musiciens. On trouvait que Saint-Exupéry avait à la fois cette espèce d'élan poétique, en fait. C'est un écrivain fantastique, avec une imagination formidable. Et dans son écriture, d'ailleurs, on ne sait jamais très bien où est la limite entre la réalité et la fantaisie. Et je pense que ça convient bien à la musique qu'on a envie de faire. Et puis voilà, et puis on est passionné d'aviation. Enfin, on trouvait que ça fait vraiment un lien originel, intéressant. Voilà. Et Saint-Exupéry, en fait, jouait du violon. Oui. Plus ou moins comme Einstein, donc ça veut dire... Oui, pas aussi bien que vous. Hein. Vous avez un concert ce soir. Vous avez donc du travail. Certes. On va un petit peu répéter quand même. Donc, je vais vous laisser travailler un petit peu. Je me fais tout petit là. Parfait. D'accord. L'atomium là, à ta droite. Ah ouais, je l'avais jamais vu. C'est extraordinaire, oui, il brille bien dans la lumière là. Ouais, ils l'ont poli, hein. L'atomium, c'est quoi l'atomium? C'est un monument. C'est un symbole de l'expo 1958, hein, de l'espace et de l'avancement nucléaire. D'accord. Avec les atomes, hein. Eh oui. On survole actuellement la ville d'Anvers, avec sa magnifique cathédrale Notre-Dame, dont le clocher est l'un des 56 beffrois et clochers de Belgique et du nord de la France
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a été construite entre le XIVe et le XVIe siècle et elle renferme, comme d'autres églises d'ailleurs de la ville, des chefs-d'œuvre de Rubens. Vous en êtes fiers, hein, vous les Belges de Rubens? Oui, bien sûr, Andy. Sa maison peut se visiter aujourd'hui encore et je vais retrouver Jan Lampo, qui est un écrivain passionné de l'histoire de cette région, d'Anvers en particulier, et qui connaît très bien Rubens. Rubens n'est pas né ici, mais en Allemagne, en 1577. Ses parents avaient fui les persécutions dont ils étaient victimes à Anvers. Ils étaient protestants et la ville était alors aux mains de la très catholique Espagne. À la mort de son père, Rubens vint à Anvers et se convertit au catholicisme. Il apprit la peinture avec de grands maîtres flamands qui l'envoyèrent parfaire sa technique en Italie. À son retour, à 35 ans, il s'installa dans cette belle demeure. Bonjour Yann. Bonjour Vincent. Bonjour. Comment ça va? Alors c'est ça la fameuse maison de Rubens? Oui, en effet. Il a acheté une maison assez grande en style traditionnel, disons, Renaissance flamande. C'est celle qu'on voit de ce côté-là? C'est l'aile à droite, oui, en brique. Et puis il y a ajouté une aile tout à fait nouvelle en style baroque, italianisant, beaucoup influencé par les palais qu'il avait vus en Italie. Cette aile dont nous parlons, c'était son atelier. D'accord, d'où les grandes baies vitrées. D'où les grandes vitres, oui, pour faire entrer la lumière. Est-ce qu'on peut aller visiter cette jolie maison? Oui, certainement, parce que c'est un musée, donc... Je vous laisse entrer. Donc ça, c'est la partie habitation. Hein. Oui, en effet, ici, on se trouve dans la maison où Rubens a vécu. Oui, donc on entre dans une très belle pièce dont les murs sont couverts avec du cuir de Cordoue. On le voit, la richesse du décor, c'est quelqu'un qui a vraiment réussi. D'ailleurs, ses clients, c'était pas n'importe qui. Non, non, non. Rubens travaillait pour les nobles, pour les églises, pour les couvents et aussi pour les princes de son époque. Et de toute l'Europe. Et de toute l'Europe. Il a travaillé pour la reine de France, pour Marie de Médicis. Il a travaillé pour le roi d'Angleterre, Charles Ier. Charles Ier, qui le fit chevalier. Rubens fut aussi anobli par le roi d'Espagne, et il ne doit pas tous ses honneurs à sa seule qualité de peintre. C'était aussi un diplomate. Oui, il est devenu diplomate très tôt dans sa carrière, et il n'était pas un diplomate officiel, il n'avait pas de titre, ce n'était pas un ambassadeur, c'était un peintre qui pouvait faire plus. Et faire passer des messages. Oui, oui, absolument, de messages secrets même. Hein. Il y a un historien d'art qui a consacré un livre il y a quelques années aux missions secrètes de Rubens. Donc oui, c'était aussi quelque peu un agent secret. Alors là, on arrive donc dans la partie italienne de la maison, en effet. L'atelier. Oui, c'est l'atelier. C'est donc ici que Rubens et ses collaborateurs ont produit environ 25 000 tableaux. C'est 25 000 tableaux. 25 000. Rubens, c'était un chef d'atelier qui avait bon nombre de collaborateurs. Il suffisait que Rubens corrigeait un petit peu et finissait un tableau pour en faire un original de lui. Donc un tableau très cher. Et on trouvait ça tout à fait normal. Mais qu'est-ce qu'a apporté Rubens? Qu'est-ce qui était si différent des autres? Je crois qu'il a, dans un sens, inventé la peinture vraiment baroque, cette peinture dynamique, un peu triomphaliste, et ça fait de lui un très grand peintre qui était d'ailleurs non seulement admiré par ses contemporains, mais aussi par les générations suivantes. On survole actuellement la ville de Malines, qu'on reconnaît aisément grâce à la tour de sa cathédrale qui est immense, Saint-Rombold. Alors cette tour renferme 2 carillons de 49 cloches chacun. Très jolie ville, Malines aussi, en tout cas vue d'en haut. Et puisque cet avion a été conçu pour faire un peu de voltige, ben allez, on va se faire plaisir un petit peu.
Bon ben c'est bien, on termine le vol en beauté. Oui. Merci beaucoup. Hein. Il n'y a pas de quoi. Hein. Avec plaisir. I can fly, I swear I can touch the sky. I can fly, I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly, say goodbye. It's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly.